à tous, bienvenue à ces conférences mensuelles de la FAP. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver après ma petite opération de tuyauterie cardiaque qui s'est bien passée, comme vous voyez. Je remercie entre parenthèses tous nos amis de la SAF qui m'ont envoyé leurs bons vœux. On va continuer. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le calendrier. Alors, je vous rappelle que la prochaine fois, ce sera le 11 avril, notez-le, ce sera Suzy Collin qui nous parlera d'un sujet intéressant, l'univers, hasard ou nécessité. Chacun a sa réponse, peut-être. On verra quelle est la sienne. Sinon, quoi d'autre dans l'univers astronomique? Je vous rappelle quelque chose d'intéressant à la Cité des Sciences, le collège de la Cité des Sciences, comment raconter l'univers par Usan, donc c'est toujours intéressant. La samedi prochain, la 6e Megastar Party à Triel. Donc on aura Francis Rocard qui va nous parler de MSL, François Forget qui va probablement nous parler du climat et de la géologie martienne. Et puis il y aura une table ronde après, avec Olivier Goursac, Gilles Danilovitch, bref, vous connaissez ce rendez-vous maintenant bien connu à Triel. Le soir même, d'ailleurs, pour nos amis des Yvelines, il y a Bernard Lelard qui va nous parler des 7 nombres qui font l'univers. Donc, il vous donnera la réponse si vous venez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une conférence du BDR. Ah oui, voilà. Ça, c'est aussi intéressant. Non, ça, je viens de vous le dire. Voilà les commissions de la SAF. Commission d'histoire, commission du soleil. Et je vous rappelle où on peut trouver les comptes rendus de toutes ces conférences. Vous avez commencé à les connaître par cœur. À propos, il y a la doc sur Planck, et puis la liste des conférences que vous devez déjà certainement avoir, c'est sur le bord de la scène. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir Hervé Doll, qui est maître de conférence à l'IAS. L'IAS, c'est l'Institut d'astrophysique spatiale, qui est situé à Orsay, qui dépend d'ailleurs de la fac d'Orsay, c'est ça? Son dada, c'est la formation et l'évolution des galaxies, si je ne me suis pas trompé. Et il va nous expliquer ce soir pourquoi la nuit est noire, ou le paradoxe de Hermès. Et puis, il va y avoir des digressions sur les divers fonds diffus. Donc, je lui passe la parole. Merci. Merci pour cette introduction. Alors, une variante du titre de ma conférence, c'est aussi « La nuit n'est pas noire ». Donc, vous choisirez votre camp ce soir. Est-ce que la nuit est noire? Est-ce que la nuit n'est pas noire? Moi, j'ai choisi depuis un certain temps. Donc, je vais vous parler de cosmologie observationnelle, c'est-à-dire l'étude de notre univers dans son ensemble. Et la question de la nuit noire ou pas noire, dont vous avez probablement certainement déjà entendu parler, à ceci de très riche et fertile et intéressant, que tout le monde peut comprendre la question, mais que dès qu'il s'agit d'aborder la réponse, là, on touche en 5 secondes et demie très facilement les fondements de notre compréhension de l'univers, jusqu'à la physique fondamentale. Donc c'est pour ça que j'aime bien aborder mes conférences de cette manière, parce qu'une question apparemment simple permet d'aller très vite au fond des choses. Alors ce soir, nous allons comprendre, je pense que l'auditoire de la SAF fait que vous connaissez déjà la réponse, mais sait-on jamais, on va comprendre pourquoi la nuit est noire, en apparence, mais donc elle n'est pas si noire que ça, en effet. Après, tout est une question de définition, mais je m'y attacherai. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi étudier ces rayonnements dans le fond de l'univers sont importants et en quoi ils nous permettent de comprendre l'histoire de notre univers en son ensemble. Et puis enfin, je parlerai du satellite Planck et des résultats scientifiques du satellite Planck. J'en parlerai abondamment. Je travaille sur Planck en ce moment.
Alors en 2 mots, pour préciser, donc je travaille à l'Institut d'astrophysique spatiale, qui est un institut de CNRS et de l'Université Paris-Sud. Le terme officiel de fac d'Orsay, c'est l'Université Paris-Sud. C'est très politique tout ça. C'est comme ça qu'on va dire. Et donc c'est dans ce laboratoire qu'on fait qu'on conçoit et qu'on construit des instruments qui vont dans l'espace. C'est pour ça que ça s'appelle astrophysique spatiale. Parce que les gens nous demandent, mes étudiants me demandent souvent, mais l'astrophysique c'est spatial. Oui, l'astrophysique c'est ce qu'il y a en dehors de la Terre. Mais on peut faire de l'astrophysique depuis le sol, avec le VLT, que sais-je, des météorites, voilà. Et on peut faire de l'astrophysique dans l'espace, en dehors de notre atmosphère, c'est l'astrophysique spatiale. Et nous on est spécialistes de ça. Alors ce soir, je vais aborder 6 points de longueur inégale. Ne vous inquiétez pas, le 6e point fera à peu près la moitié du temps. Premièrement, pourquoi la nuit est-elle noire? Il semble noir et le paradoxe d'Olbers, qui a été mentionné. À quoi ressemble la nuit exactement? Je vous montrerai des observations. Je parlerai d'abord du rayonnement le plus intense qui est dans la nuit noire, entre guillemets, qui est le fond cosmologique. J'expliquerai tout ça. Et puis, en 4e point, je parlerai d'un rayonnement qui était probablement le plus inattendu, qui est le rayonnement des galaxies elles-mêmes, qui a été découvert il y a maintenant, c'était en 96, une quinzaine d'années, ça ouais. Et puis je résumerai un petit peu les grandes questions de la cosmologie aujourd'hui, et puis j'aborderai la 2e partie, qui est le point 6 ici, le satellite Planck, avec des aspects techniques, parce que dans les conférences et dans les choses qu'on diffuse au grand public, c'est très bien de dire la science qu'on fait, la science qu'on va faire, mais j'aime bien aussi parler des aspects techniques et technologiques, parce que sans ces aspects-là, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait en science. Alors moi, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas chercheur instrumentaliste, je suis un astrophysicien de base, si je veux dire, ce qui me rend d'autant plus sensible à la qualité des ingénieurs et des chercheurs instrumentalistes, des prouesses qu'ils font, étant un petit peu en dehors de ça, et donc je suis tous les jours étonné et ébahi par tout ce qu'ils font. Donc j'en parlerai parce que c'est important. Il faut des bons instruments pour faire de la bonne science. Alors la nuit semble noire. Alors ça, je crois que vous me l'accorderez. La nuit semble noire quand on la regarde avec nos yeux. C'est une image que je n'ai pas prise moi-même, elle est prise en Arizona, sur laquelle on voit des choses qu'on aimerait voir ici en région parisienne, mais pas forcément. Alors on voit d'abord de la pollution lumineuse, ça on la voit bien en Ile-de-France, sauf qu'ici, ça c'est Phoenix, le halo de Phoenix, Arizona, et ça de Flagstaff. En Ile-de-France, vous connaissez la situation, elle n'est pas celle-là, mais donc, on voit ça. Bon, là, je ne vais pas en parler, je ne veux pas parler d'émissions anthropiques. Je parlais que d'émissions cosmologiques et d'astrophysique, disons. On voit notre galaxie, et donc la Voie lactée. Oui. Parlez plus fort. Ah, donc il faut que je rapproche, c'est ça? Oui. Voilà, d'accord. Plus distinctement. Ah, d'accord. Merci. Non, mais ça mérite d'être clair. Ou alors peut-être votre micro est mieux. Non, mais j'ai tendance à aller vite. Donc la nuit est noire et on y observe la Voie lactée. Donc ça, vous venez de le voir. Effectivement, je sens le retour un peu mieux là. On voit aussi éventuellement d'autres galaxies, qui sont celle qui est dans l'hémisphère nord, qu'on peut voir, qui est la galaxie d'Andromède présentée dans un carré. On peut voir également des étoiles. Et entre ces étoiles, on voit du ciel noir. Donc effectivement, dans le domaine visible, le domaine spectral dans lequel nos yeux sont sensibles, la nuit semble noire. On peut représenter le ciel sous forme de ballon ovale, on appelle ça une projection, un peu comme la Terre en bas à droite. La Terre est une sorte de sphère. Quand on la découpe et qu'on la projette sur un plan, on appelle ça une projection de Ethoff ou Mollwein. Peu importe le terme technique, mais on représente la sphère sur le ciel. L'image que vous avez là est la même quasiment que celle que vous avez là, sauf que là on présente la totalité du ciel en coordonnées galactiques, c'est-à-dire que notre Voie lactée est ici représentée horizontalement, et tout le ciel visible depuis la Terre, donc l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, est représenté. Alors pourquoi la nuit est-elle noire? C'est un problème qui a été étudié depuis très longtemps, typiquement le XVIIe, même le XVIe siècle, avec des gens qui ont apporté un peu plus que d'autres le terme officiel du paradoxe d'Olbers, c'est en fait le paradoxe de Cheseaux-Olbers. Parce que ces deux-là ont assez bien posé le problème de... alors quel est-il ce paradoxe d'Olbers? Si on compte la multitude d'étoiles qu'il y a dans le ciel, et qu'on fait la somme de leur énergie lumineuse, on voit bien qu'à un moment, l'univers devrait être rempli de photons, et donc la nuit devrait être complètement noire. C'est un exercice que je donne à mes étudiants.
C'est assez facile. Bon, j'aurai un tableau, j'aurais peut-être pu le faire, mais c'est assez facile de montrer qu'en fait le flux diverge même à l'infini. Après, on peut utiliser des raffinements pour montrer que si on a un univers rempli uniformément d'étoiles, le ciel devrait être aussi brillant que le Soleil, en chaque point du ciel. Donc il y a un vrai problème. Pourquoi la nuit est-elle noire alors qu'il y a beaucoup d'étoiles qui émettent beaucoup de lumière? Beaucoup de scientifiques s'y sont frottés sans vraiment apporter quelque chose, enfin en apportant des choses mais pas de réponse claire. Même Lord Kelvin a apporté pas mal de choses, mais celui qui a vraiment débloqué la situation, c'est un poète, Edgar Allan Poe, qui pour la première fois au milieu du 19e a indiqué qu'effectivement, alors je ne sais plus quel était son argument, mais je crois que c'est que la durée de vie des étoiles n'est pas infinie. Parce que l'hypothèse qu'on fait pour le paradoxe d'Olbers, c'est qu'on fait l'hypothèse que les étoiles brillent tout le temps. Donc il a dit, c'est la preuve que les étoiles ne vivent qu'un certain temps. Elles n'émettent pas de la lumière pendant la totalité de l'âge de l'univers. À l'époque, on n'avait pas encore conscience d'expansion, de finitude, etc. Mais il avait clairement mis le doigt sur le fait que rien n'était éternel. Progressivement, les scientifiques s'en sont emparés et ont abouti à une description aujourd'hui qui est celle-ci. Si vous voulez comprendre pourquoi la nuit est noire, il vous faut 3 ingrédients que j'ai notés ici. Il vous faut ces 3-là. Pas l'un, pas deux, il faut les 3. Le premier, c'est la finitude de la vitesse de la lumière. Si la lumière se propageait à la lumière infinie, on aurait un problème. Alors on ne peut pas choisir, c'est comme ça, mais il vous faut une vitesse finie C. C'est le premier ingrédient pour que la nuit soit noire. Le deuxième, il faut que les objets qui émettent de la lumière aient un âge fini. Voilà, il ne faut pas qu'ils rayonnent éternellement. Ça, c'est un petit peu plus facile à comprendre. Et puis le troisième, c'est l'expansion de l'univers. Il faut un univers en expansion. Donc vous voyez, avec une question apparemment simple que tous les enfants posent ou pas, pourquoi la nuit est noire, on arrive très vite à des concepts assez raffinés et fondamentaux de notre vision de l'univers, qui font appel, par exemple, à la relativité générale, donc le début du XXe siècle, l'expansion de l'univers qui a été découverte dans le premier quart du XXe siècle, et l'âge fini des objets, c'est toute l'astrophysique du XXe siècle. Et donc, finalement, le vrai paradoxe n'a été levé que, finalement, assez récemment. En 2 mots, pourquoi il faut ces 3 ingrédients? Il faut que la vitesse de la lumière soit finie pour qu'il y ait un décalage dans le temps de tous les objets, parce que si tout rayonnait, si la lumière nous arrivait tous dessus, de tous les objets à toutes les distances, ça ferait un peu trop d'énergie. Il faut que les objets ne rayonnent pas tout le temps, bon, ça paraît une évidence, et puis l'expansion permet de diluer tout ce rayonnement, parce que c'est comme vous savez, la baignoire, on utilise souvent cette analogie. La lumière, c'est de l'eau que vous faites couler, et l'univers, c'est la baignoire. Donc avec toutes les étoiles, on a tendance à penser qu'on a laissé le robinet ouvert trop longtemps, donc ça déborde, donc la nuit devrait être brillante. Mais l'expansion de l'univers étant, c'est comme si la baignoire devenait de plus en plus grande au fur et à mesure qu'on la remplit. Donc en fait, la baignoire ne se remplit jamais à fond. Donc il y a plein de vide, donc la nuit n'est pas noire. Voilà en 2 mots. Tout cela, ces 3 ingrédients, permettent l'apparition de ce qu'on appelle un horizon cosmologique. C'est-à-dire qu'il y a une distance au-delà de laquelle vous ne pourrez jamais rien voir. Même si l'univers est beaucoup plus grand que ça. On appelle ça l'horizon cosmologique. C'est tout simplement l'âge qu'il faut à un photon pour traverser tout l'univers. Enfin, le temps que faut un photon pour traverser tout l'univers, depuis le début de l'univers. Et cet horizon cosmologique, aujourd'hui, il est à peu près de 3000 mégaparsec, à peu près. Et donc on ne peut pas voir au-delà. Alors c'est pratique, parce que toute la lumière qui a été émise en dehors de cette zone d'horizon cosmologique, vous ne la voyez pas. Donc ça c'est assez pratique aussi pour éviter qu'il y ait trop de lumière qui vienne et qui rendent la nuit noire. La nuit brillante, pardon. Donc la notion d'horizon cosmologique est assez importante. Donc j'ai mis un oui ici en disant que oui, la nuit est bien noire, il n'y a plus de paradoxe grâce à ces 3 arguments. Finitude de la vitesse de la lumière, âge fini des objets et expansion de l'univers. Si on y regarde d'un peu plus près, et je vais baser la suite de mon exposé sur juste ce petit point-là, si on regarde de plus près, qu'est-ce que ça veut dire nuit noire? Alors nuit, ça veut dire, il n'y a pas de soleil, on se met par exemple en dehors de notre atmosphère terrestre, pour ne pas être gêné par la diffusion
diffusion atmosphérique. Imaginons que le Soleil ne nous gêne pas. Ça veut dire donc l'émission qui nous provient de tout le ciel. Noir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. On peut même imaginer que ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie du tout qui nous arrive. Donc la nuit n'est pas noire parce que vous avez vu la galaxie tout à l'heure, la galaxie rayonne de la lumière. Donc à ce titre, il est difficile de dire que la nuit est complètement noire parce qu'on voit le rayonnement. Mais au-delà de ça, on peut dire, ok, c'est notre galaxie, c'est juste à côté de nous. Mettons-nous en dehors de notre galaxie, donc en dehors de la Terre, du système solaire, etc. Est-ce que là, le flux qui nous arrive du ciel, de l'univers de manière générale, est nul? La réponse est non. L'univers est quand même baigné de lumière. Donc la nuit n'est pas noire. Je vais vous prouver ça dans quelques instants, vous connaissez déjà la réponse. C'est le fond cosmologique. Mais l'univers est rempli de photons. Alors il n'y en a pas suffisamment pour que la nuit soit complètement noire et qu'elle soit aussi brillante que le soleil, mais à certaines longueurs d'onde, certaines fréquences, le ciel est très brillant à cause de ce bain de lumière dans lequel notre univers réside. Donc c'est ce que j'appelle des émissions reliques, c'est-à-dire ce sont c'est de la lumière qui a été relâchée à des périodes anciennes de l'univers. Et donc, si on redéroule dans l'autre sens, cette lumière nous permet de comprendre l'histoire de l'univers quand il était plus jeune. Alors, la première émission relique, c'est le fond cosmologique, j'y reviendrai. Une deuxième émission relique, c'est ce qu'on appelle le fond extragalactique, c'est-à-dire la lumière de toutes les générations d'étoiles dans les galaxies. Et plus généralement, toutes les générations d'objets dans les galaxies qu'on réunit. L'environnement des trous noirs, l'environnement des trous noirs, les phénomènes d'accélération, synchrotron, que sais-je, dans les galaxies, la lumière des étoiles directement, la lumière rediffusée par les nuages moléculaires, enfin, tout ce qui sort d'une galaxie de manière générale. Il n'y a pas que la lumière des étoiles. On verra d'ailleurs que c'est pas énorme. Et ça aussi, ça fait de la lumière qui est dans notre univers. Et donc, si on prend en compte l'expansion et la prise en compte de tout le spectre électromagnétique, eh ben on voit que non, la Lune n'est pas complètement noire, il reste un peu de lumière partout dans l'univers. Alors, à quoi ressemble la nuit? Vous avez probablement l'habitude du ciel visible, même là si l'image n'est pas très très claire. J'ai remis l'image du ciel visible avec notre galaxie ici et quelques objets, Orion, la galaxie d'Andromède, les nuages de Magellan, et puis le centre galactique. Maintenant, on va faire un voyage dans le spectre électromagnétique de la lumière, avec ici l'infrarouge, tel que vu il y a une trentaine d'années par un satellite, qui s'appelle IRAS, où on voit que la galaxie est brillante par rapport à ce qu'on voit dans le visible. Je vais faire un film, voilà. Pourquoi est-elle brillante? Parce que c'est tout simplement la poussière qui absorbe la lumière visible, qui réémet dans une autre fréquence, en l'occurrence l'infrarouge. Conservation de l'énergie, simplifiée. Donc on voit notre galaxie. Mais vous voyez aussi que là, dans ce coin-là, il y a toujours de la lumière. Il y a guère que dans ces régions bleues qu'il y a beaucoup moins d'émissions provenant de notre galaxie. Mais sinon, tout le ciel quasiment est brillant en infrarouge. Si on regarde dans le domaine des ondes millimétriques, les micro-ondes, c'est une des plus belles images de la décennie, que le satellite Planck vient de nous donner l'année dernière. Vous avez donc notre galaxie comme on n'a jamais vu, avec des nuages turbulents jusque très très loin en latitude, en haute latitude galactique. Et puis un rayonnement de fond, ici rouge, que je vais abondamment discuter, qui est le rayonnement cosmologique. Donc là, c'est brillant partout. Par des choses qui sont proches de nous, notre Voie lactée, la galaxie, et par des choses qui sont loin de nous, les galaxies extérieures, et ce rayonnement cosmologique, le fond cosmologique. Donc là, dans le domaine micro-ondes, on appelle ça en français, mais c'est les ondes millimétriques, le ciel est très brillant. On peut aller aussi dans les ondes radio. Là, j'ai choisi non pas le continuum, mais l'arrêt de 21 cm de l'hydrogène neutre, qui trace simplement l'hydrogène atomique, qui montre aussi qu'il y a beaucoup d'hydrogène dans la galaxie, et puis beaucoup de volutes en dehors du plan de notre galaxie. Il y a des nuages à différentes vitesses, il y a l'échange de gaz entre notre galaxie et les voisines. Donc là aussi, le ciel est tout sauf noir. Enfin, il y a quand même un petit peu de noir par là, mais pas grand-chose. On peut passer de l'autre côté du spectre dans les rayons X. Ce sont des anciennes données avec quelques trous qui sont mentionnés en noir ici, mais vous voyez beaucoup d'émissions colorées et puis surtout beaucoup de sources très brillantes, résidus de supernova, etc.
Une belle image aussi provient du satellite Fermi, dans les rayons gamma. Alors là, on est à très très haute énergie, du MEV au GeV, avec une galaxie toujours brillante, et puis plein de sources, qui sont des blazars, et puis une émission diffuse qui est présente. Donc, quelle que soit la fréquence ou la longueur d'onde, hein, c'est pareil, enfin, quelle que soit l'énergie de la lumière que l'on regarde, il y a toujours quelque chose dans le ciel, en général d'assez brillant, et qui nous renseigne sur la structure de notre univers et éventuellement son histoire. Donc la nuit est tout sauf noire, comme vous avez vu. Maintenant, on va parler de ce fameux rayonnement cosmologique qui a été découvert, vous le savez probablement, dans les années 1960, de manière fortuite. Je peux en parler des heures, mais je ne vais pas m'étendre. Ce sont Arno Penzias et Bob Wilson qui ont découvert ça avec un radiotélescope qui en fait était une antenne pour suivre les satellites en orbite basse. À l'époque, il n'y avait pas de satellites géostationnaires. Et ils ont découvert un rayonnement qui était présent partout dans le ciel. Quel que soit l'endroit où ils pointaient, ils observaient un rayonnement. Et pour vous dire que tout ça n'est pas une vision de l'esprit, ce que je fais avec mes étudiants à Paris en ce moment, enfin pas cette année, je fais plus cet enseignement, mais je l'ai monté avec un collègue de l'APC, Michel Piat, avec nos étudiants, l'image n'est pas très claire, mais on a recyclé une antenne TV satellite, en fait on en a plusieurs. À Orsay, j'en ai fabriqué 10, à Paris on en a qu'une, à Paris 7, à l'APC. On a recyclé une antenne satellite, on a changé l'électronique de la tête de lecture que vous avez peut-être tous chez vous. On a mis une électronique un petit peu plus performante. On refroidit un petit peu plus, on met un peu d'azote liquide pour étalonner. Et en 3 heures de manip, les étudiants, donc c'est du niveau Master 2, hein, anciennement la plus 5, en quelques heures de manip, on arrive, depuis Paris, sur un toit, à mesurer ce qu'avaient mesuré Penzias et Wilson dans les années 60. On arrive à montrer que le ciel est brillant, quelle que soit sa direction, et qu'il y a une émission résiduelle qu'on ne peut pas attribuer ni à notre atmosphère, ni à la galaxie, mais à quelque chose d'autre. Et donc on observe le fond cosmologique aujourd'hui avec une manip à 200 €. Bon, c'est quand même 40 ans après, 40 ans après la découverte de Penzias et Wilson. Ça, on le fait. Et ce que je mentionne, c'est que le fond cosmologique, alors que je mentionnerai souvent comme CMB, Cosmic Microwave Background, donc c'est le terme anglais pour le fond cosmologique, ce rayonnement est finalement très brillant, relativement, il faut quand même intégrer plusieurs minutes, faire un traitement assez spécial, mais on y arrive avec une manip relativement rudimentaire. Donc ça, on est assez content de cette manip, les étudiants. Alors la petite histoire de l'univers est celle-ci, telle qu'on la comprend aujourd'hui. Vous avez sur cet axe le temps qui s'écoule dans l'univers, et puis sur la direction perpendiculaire, vous avez une direction d'espace, ce qui est plus simple. Et la petite région en triangle, ça correspond à l'horizon de quelqu'un qui serait au milieu. Alors au début, l'univers était très dense et très chaud, ça vous avez certainement entendu parler, c'est le modèle standard du Big Bang. En expansion, vous avez un plasma de quarks, etc. Les électrons arrivent, les protons, toutes ces particules arrivent, et il arrive une transition, à peu près 400 000 ans après le Big Bang, où la température de l'univers est à peu près de 3000 Kelvin, Celsius, pareil, où il y a une grosse transition qui fait passer l'univers juste avant d'un état opaque, avec des électrons d'un côté, des protons de l'autre, et plein d'autres choses. Mais ce qui compte, c'est qu'il était un plasma, les électrons étaient libres, à un univers, relativement brutalement, transparent et neutre. C'est à peu près équivalent. Où les électrons se sont recombinés aux protons pour former un atome d'hydrogène. Cette transition brusque, oui, assez brusque à l'échelle de l'univers, s'appelle recombinaison. Parce qu'on recombine les électrons aux protons. Alors pourquoi c'est important? Parce que d'un seul coup, les photons qui étaient là-dedans, donc la lumière, c'était un milieu opaque, elle ne pouvait pas se balader. C'est comme dans un brouillard. Dans un brouillard, vous savez que la lumière ne se propage pas directement. Opaque ne veut pas dire noir. Donc dans un brouillard, c'est opaque. Un brouillard épais, c'est opaque, mais il fait clair, parce que votre lumière est diffusée par les particules, par les molécules d'eau. C'est de la diffusion Rayleigh, peu importe les termes scientifiques. Là, c'est la diffusion Thomson, c'est pas de la lumière visible et des particules d'eau, c'est des électrons et des photons. Diffusion Thomson, mais le principe est le même, c'est que votre libre parcours moyen, c'est-à-dire la distance que parcourt un photon, est très petite par rapport à la taille de l'horizon, à cause de la diffusion sur les électrons. Mais quand vous passez après la recombinaison, il n'y a plus d'électrons,
La diffusion Thomson ne joue quasiment plus. Et vos photons peuvent se balader librement ad vitam aeternam quasiment. Et ensuite, votre univers est toujours en expansion, et les structures se forment des galaxies jusqu'à aujourd'hui, avec plein de questions à chaque étape, évidemment. Mais la transition ici est importante parce qu'avant, on ne pourra jamais rien voir directement, parce que l'univers était opaque, alors qu'après, il est transparent. Et que sont devenus tous ces photons qui ont été libérés en quelque sorte de la matière à ce moment-là? Ils n'ont pas disparu. Ils ont été jetés dans la nature, dans un univers dorénavant transparent. Et bien, ces photons jetés dans la nature à cette époque-là, on les voit aujourd'hui, c'est le fond cosmologique. C'est ce qui baigne l'univers dans son entièreté et qui nous renseigne directement sur cette époque. 400 000 ans après le vivant, c'est pas beaucoup, hein. C'est très très peu. C'est un redshift de 1000 à peu près par rapport à nous. Et donc, les cosmologistes étudient depuis plus de 40 ans ce rayonnement parce que c'est un peu la clé de la compréhension de l'univers relativement jeune. Voilà, le fond cosmologique est une très belle histoire. Alors, si vous l'observez comme Penzias et Wilson il y a 40 ans, voilà ce que vous observeriez. Je reprends la projection de tout à l'heure avec la galaxie qui serait ici, au milieu, et puis tout le ciel. Alors là, on n'a pas représenté la galaxie, hein, parce qu'on la verrait. Mais ce qu'on mesurait Penzias et Wilson et ce qu'on mesure nous avec nos étudiants, c'est ce rayonnement isotrope, c'est-à-dire le même dans toutes les directions, d'une température équivalente à 3 degrés. Parce qu'on peut donner un rayonnement l'équivalent d'une température. Un peu comme là, une lumière qui est ici, qui est blanche, elle aurait une température de 6000 Kelvin à peu près, comme le Soleil. Voilà. En gros, à une émission, on peut donner une température, pour simplifier. Pour ceux qui connaissent, c'est l'émission du corps noir. Donc, on voit un rayonnement homogène sur tout le ciel à 3 Kelvin. 3 Kelvin, c'est pas beaucoup, hein. Ça fait moins de 170 degrés Celsius. À peu près, il y a des virgules, mais je ne les connais pas vraiment. C'est très très froid. Donc l'univers aujourd'hui, très froid, globalement, et homogène, en tout cas dans son rayonnement. Et c'est un parfait spectre de corps noir qui était prédit par la théorie. Alors on va zoomer sur cette image, non pas en position dans le ciel, mais on va zoomer en intensité. Donc on va regarder des petits détails de température. Là, vous voyez l'échelle à gauche, on est entre 10 microca et 3 Kelvin. Là, on va passer à... C'est là que je vais montrer. On va passer à 3 millikelvin. C'est-à-dire qu'entre ces deux images, on a zoomé d'un facteur à peu près 1000. Les détails que vous voyez là, entre le rouge et le bleu, c'est 1000 fois plus petit que ce qu'il y avait là. Donc c'est tout petit, 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 petit. Et on voit qu'il y a ce qu'on appelle un dipôle, c'est-à-dire une asymétrie 180 degrés. Je rappelle que ça, c'est tout le ciel. Il y a un point un plus chaud et un point plus froid. Ça s'appelle le dipôle cosmologique, qui n'a rien à voir avec la cosmologie, qui a juste à voir avec un effet cinématique, tout bête, qui s'appelle l'effet Doppler. C'est l'effet Doppler de quoi? C'est notre galaxie et notre Terre qui est dans la galaxie. Vous savez que notre galaxie est un système spiral en rotation, donc il y a une vitesse de notre Soleil par rapport au fond cosmologique. Et bien on voit tout simplement là la vitesse de déplacement de notre Soleil dans la galaxie par rapport à ce fond cosmologique. Il n'y a aucune raison qu'on soit immobile par rapport à ce référentiel des fonds cosmologiques. De fait, on n'est pas. Donc c'est un effet tout bête de composition des vitesses qui fait que notre système solaire a un mouvement propre dans une galaxie. On serait dans une autre galaxie, le dipôle aurait une orientation différente et une intensité différente selon la vitesse de rotation dans la galaxie. Voilà. C'est quand même rigolo qu'en faisant de la cosmologie, on arrive à mesurer très précisément la vitesse de rotation. Chose que les gens qui étaient dans la galaxie essayaient de faire depuis longtemps. Donc ça, disons que pour la cosmologie, ça ne nous apprend pas grand-chose, mais ça nous gêne. Il faut le soustraire. Et dans toutes les données qu'on fait dans Planck, etc., on le soustrait. Je vais encore zoomer d'un facteur 1000 à peu près encore. On va 3000. Et on obtient ça, cette image que vous connaissez probablement, des fluctuations de température du fond cosmologique. Donc là, on est à 10 microkelvin, donc à peu près 1 million, voilà, 3 millions de fois plus faible que la première image de tout à l'heure, que celle-là, en intensité. Donc ce sont des toutes petites variations. Alors je dis température, mais c'est l'intensité de rayonnement. Hein. Vous pourriez mettre des watts, c'est pareil, c'est une équivalence. Si les Kelvin vous embêtent, je sais que les étudiants, ça les perturbe, les Kelvin, quand on parle de rayonnement. Donc c'est peut-être pareil pour vous. Donc vous
pourriez mettre watts ou je sais pas quoi, entre l'équivalence, c'est à peu près la même chose. Il y a des constantes fondamentales qui sont entre les deux. La constante de Planck notamment. Donc on voit des petites variations, toutes petites, et qui étaient en partie prévues par la théorie, et qui nous renseignent sur l'univers primordial juste avant cette recombinaison. Je vais revenir juste après. Avant de détailler cet aspect des fluctuations de température, j'aimerais être sûr qu'on comprenne tous de quoi il s'agit, en vous donnant une analogie. L'image que je vous ai montrée il y a un instant, donc qui est l'ovale, les petites variations de température, je peux la remettre sous forme de sphère, et c'est l'image qui est représentée ici à droite. Les fluctuations du fond cosmologique représentées comme la moitié d'un ciel. À gauche, j'ai représenté un objet que vous connaissez probablement un peu mieux que le fond cosmologique, on voit tous les jours, qui est le Soleil, pris par un astronome amateur, d'Orsay, Fabrice Noël, qui m'a gentiment donné cette image que j'ai un petit peu retraitée pour que ça ait une apparence à peu près équivalente. Donc vous voyez les filaments du Soleil, les protubérances, etc. Pourquoi j'ai montré ces deux images qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre? Le Soleil est une étoile toute proche de nous, à 8 minutes-lumière. Le fond cosmologique est la lumière de l'univers tout entier à 13,7 milliards d'années de nous, à peu près. Et bien en fait, c'est exactement la même physique. C'est pour ça que j'aime bien montrer ça, parce que toutes les équations qui régissent le rayonnement du Soleil et du fond cosmologique sont les mêmes. On appelle ça une surface de dernière diffusion. Sauf que dans le cas du Soleil, on est à l'extérieur de la surface de dernière diffusion, et dans le cas du CMB, du fond cosmologique, on est dans l'univers lui-même, on est dans la cavité. Mais le principe est le même. C'est quoi le principe? Le Soleil, c'est un plasma, un corps très chaud, très opaque, enfin opaque, disons, ça suffit. Parce que, étant très chaud, les électrons sont libres, en partie en tout cas, et donc la lumière ne peut pas se propager directement, parce que la lumière diffuse sur les électrons. J'ai peut-être oublié de le préciser tout à l'heure, si vous ne saviez pas, dès qu'un photon voit un électron, il se passe quelque chose, il va par ligne droite, il interagit. C'est la diffusion Thomson. Donc votre photon, il arrive en ligne droite, il voit un électron, il est dévié, pour faire ça. Et donc, la lumière qui provient du centre du Soleil ne suit pas un parcours en ligne droite. Vous savez probablement que la lumière émise au centre du Soleil met à peu près 1 million d'années à sortir jusqu'à la surface. Pourquoi tant longtemps? Parce que c'est tellement dense, tellement opaque, que la lumière est constamment diffusée, réémise, diffusée, etc. Et il faut beaucoup de temps avant d'accéder à la surface. C'est exactement comme l'univers avant les fameux 3000 Kelvin, avant la recombinaison, avant les 400 milliards pratiquement. Tout pareil. Bon, la composition n'est pas exactement la même, la densité n'est pas exactement la même, bon, il y a des petites variations, mais le principe est exactement le même. Vous arrivez à la surface du Soleil, qu'est-ce qui se passe? La température chute, parce que voilà, il se passe plein de choses, et à un moment, selon la longueur d'onde, la lumière peut se libérer parce que les électrons, il y en a un petit peu moins, enfin il y a des phénomènes un petit peu différents. Le principe est là, et vous voyez la lumière qui vous parvient que de la photosphère, ça s'appelle, c'est-à-dire de la surface du Soleil. On ne voit pas l'intérieur. C'est que la sismologie qui peut la sismologie stellaire, l'héliosismologie qui peut nous permettre de voir ce qu'il y a dans le Soleil. Vous avez peut-être eu des conférences sur l'héliosismologie ou l'astérosismologie, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont venus vous en parler, oui. Alors qu'est-ce qu'ils font? On en a aussi à Orsay, mais il y en a à Meudon. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les vibrations physiques du Soleil, parce qu'un plasma, c'est pas quelque chose de statique. Un plasma, c'est quelque chose qui oscille, enfin qui bouge, c'est un peu comme, je sais pas, comme un nuage. Ça bouge. Et les forces de rappel, les forces qui sont en jeu là-dedans, dépendent intimement de la pression, la température, la composition, la masse, tous les paramètres physiques. Donc ce que font les gens du Soleil, et des étoiles en général, ils étudient les vibrations. Alors ils ne peuvent pas les voir directement, les vibrations, mais avec la lumière, ils les voient. Parce que s'il y a vibration, dans un plasma, lumière et matière sont couplées, et ils observent les variations de luminosité et ils attribuent ça au mouvement de pression, pour faire ça. Et ils font ce qu'on appelle les spectres de puissance. Alors je ne vais pas dans les détails, je l'ai mis en petit à dessin, mais ils étudient comment l'énergie qui provient de l'étoile se répartit selon la taille angulaire. Parce que les petites tailles angulaires, ça veut dire que ce sont des modes qui se sont propagés juste à la surface, des petits rebonds, alors que les modes qui sont très grands
les grandes longueurs d'onde sont ceux qui sont passés proches du centre de l'étoile. C'est un peu comme une cloche, hein. La cloche, petite cloche son aigu, grosse cloche son grave. Bah, comme l'étoile, c'est une sorte d'énorme cloche, en fait, vous avez plusieurs fréquences, c'est un peu comme un instrument de musique. Donc ils étudient la vibration de l'étoile et permettent de comprendre son intérieur. Nous, ce qu'on fait en cosmologie, c'est exactement pareil. On étudie les vibrations du plasma en étudiant la répartition, alors non pas temporelle, mais spatiale, des petits grumeaux. Qu'est-ce que nous disent ces petits grumeaux? Ça nous dit simplement, dans le fond cosmologique, que le plasma, donc l'univers jeune, n'était pas lisse et homogène. Il était en train de vibrer. On appelle la musique de l'univers, si vous voulez. La musique des étoiles, dont vous avez peut-être entendu parler avec les gens de Corot, de Kepler, que sais-je, d'Hélio et d'astrophysiologie. Nous, on fait de la musique de l'univers. Voilà, on étudie le violon cosmique, enfin, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, de l'univers lui-même, au moment où il y a eu la recombinaison. Donc l'univers vibrait lui-même, et on étudie cette répartition en vibrations. J'espère que c'est clair, hein, que vous avez à peu près compris l'idée. Alors, dans le détail, enfin, je ne vais jamais entrer dans le détail parce que ce n'est pas un cours, mais voilà une idée de ce qu'on fait vraiment. Juste une idée. On prend notre ciel, tel que mesuré, et on le décompose, ce qu'on appelle en harmonique sphérique, pour ceux qui connaissent, ou alors en mode de Fourier, pour ceux qui connaissent. Mais ceux qui ne connaissent pas, on définit juste des tailles de perturbations, des tailles de grumeaux, enfin de vibrations qu'on observe dans la répartition de la lumière. Vous voyez que ce gros trou bleu, là, on le retrouve à peu près, alors ici, à cette taille-là. Mais il y en a des plus petits. Alors les plus petits, on les décompose en plus petites parcelles, et puis les très grosses, ça se répartit comme ça. Donc on répartit toutes les inhomogénéités en taille. Donc ça s'appelle un mode de Fourier ou un mode L dans les harmoniques sphériques, c'est à peu près pareil. Ce qui compte, c'est qu'on se fiche de où ils se trouvent exactement, après, mais on va avoir leur taille. Donc, et puis ça va jusqu'à l'infini, en fait. Avant, on commence à l'égal 2, mais ça va jusqu'à l'infini. Donc, grosse taille, moyenne taille, petite taille, ultra petite taille. On répartit le signal comme ça. Et si vous faites la somme de ça plus ça, vous retrouvez ça à la fin. Une sorte de décomposition mathématique, mais très utile. Alors, pourquoi on fait ça? Donc, c'est ici la description mathématique, pour ceux qui connaissent. On transforme avec les harmoniques sphériques, les YLM, on met un coefficient dedans, et on dit que ce qu'on observe, la variation de température sur la température moyenne, c'est la somme de L égale 0 à l'infini. L, c'est la taille de tous ces modes-là, puis après chaque mode a plusieurs M, plusieurs positions, et on prend les coefficients, après on les met au carré et on les moyenne, c'est ce qu'on appelle un spectre de puissance. Et alors on représente sous cette forme toute l'information synthétisée de la sorte. Qu'est-ce que ça représente? Sur l'axe du bas, ça représente la taille sur le ciel. Alors je ne l'ai pas mis en haut. Mais en gros, ici, ce sont les très grandes tailles sur le ciel, très grands angles. Et plus on va vers la droite, plus ce sont des petits angles. Petits. Voilà, donc grands angles, petits angles. On appelle ça L, le multipôle angulaire. Et on dit combien il y a d'énergie, est-ce que c'est plus brillant ou pas à certains endroits dans le ciel. On fait ça pour des simulations, on fait ça pour les données, on compare et on prend le meilleur ajustement. Et grâce à ça, on obtient la composition de l'univers, tel que vous en avez peut-être entendu parler, à savoir à peu près 3/4 d'énergie sombre, 1/4 de matière noire et quelques pourcents de matière traditionnelle d'atome. Comment on arrive à faire ça? Quel est le lien qui manque entre ça et ça? Comme pour le Soleil, les vibrations de l'univers lui-même dépendent intimement de sa composition, de sa masse, du plasma qu'il y a en fait dedans. Et ce plasma, en cosmologie, c'est un petit peu différent de ce qui se passe dans les étoiles. Il y a de la matière noire, il y a de la matière traditionnelle, il y a d'autres constantes dans l'univers qu'on essaie d'ajuster, et tout ça se retrouve dans cette description statistique. Voilà. Donc j'ai passé 5-10 minutes là-dessus, parce que je pense que c'est important. Parfois les spectres de puissance que vous voyez, ou les images que vous voyez commencent à devenir des icônes, mais en fait, il y a un vrai travail derrière d'analyse statistique, très complexe, très lourd, mais qui est disons, fondé sur ce genre de raisonnement. J'espère vous avoir fait le senti ce soir. Pourquoi on le fait et pourquoi c'est justifié de le faire? Parce que ce plasma qui vibre dépend de la nature du plasma.
Et nous, ce qu'on cherche, c'est comprendre la nature, la masse, disons, la fraction de matière noire, etc., etc. Alors grâce à ça, on arrive, et à d'autres choses, je ne vais pas forcément parler des amas de galaxies, etc., on arrive à avoir une carte d'identité de l'univers assez précise. On ne va pas dire tous les chiffres, hein, je ne vais pas vous faire peur, mais on a la constante de Hubble qui détermine l'âge de l'univers, on a la densité en matière noire, la densité en atomes, etc., qu'on connaît avec une très très grande précision. Quelques pourcents, vous voyez peut-être pas les chiffres, mais donc la densité totale de l'univers exprimée dans une unité adéquate est bonne à 2% près ou quelque chose comme ça. Là aussi, quelques pourcents pour la constante de Hubble ou l'âge de l'univers. Donc moi, quand je faisais mes études il y a quelques années, on ne reconnaissait pas l'âge de l'univers à un facteur 2 près. Peut-être que certains s'en souviennent. Maintenant, grâce à ce genre d'analyse, et avec d'autres analyses, on arrive à connaître l'âge de l'univers à quelques pourcents près. C'est assez impressionnant. Grâce à voilà, ce genre d'analyse statistique sur l'univers lui-même. Donc il y a une vraie révolution, peut-être pas copernicienne, mais une vraie révolution dans le monde scientifique. On est passé de la cosmologie vraiment à des gros facteurs 2, 3, etc., à une cosmologie dite de précision, où on arrive à mesurer des choses très finement pour une meilleure compréhension. Alors ça ne veut pas dire que tout est résolu. Par exemple, la matière noire dont je parlais, qui fait à peu près un petit quart de la densité d'énergie totale de l'univers, bon, c'est formidable, mais on ne sait juste pas ce que c'est. Est-ce que quelqu'un dans cette salle a vu de la matière noire? Levez la main. On ne sait pas ce que c'est la matière noire. On ne sait pas ce que c'est. C'est modérément prédit, voire pas du tout par le modèle standard de physique des particules. Les physiciens des particules courent après l'histoire parce que la matière noire n'est pas prédite. Donc on rajoute de la supersymétrie, enfin on rajoute des paramètres, ça c'est facile, mais la matière noire est une grande énigme. Et vous avez vu donc Françoise Combe, qui a dû vous en parler de la matière noire, en des termes probablement très critiques, avec d'autres suggestions, notamment une théorie de la gravité modifiée, qui est effectivement une chose très élégante. Le seul truc qui, à ma connaissance, ne marche pas avec la modification de la gravité, c'est l'aspect cosmologique dont on parle. Parce que faire tourner des galaxies ou des amas de galaxies comme il faut en changeant la gravité, ça marche assez facilement, de ce que j'ai compris, je ne suis pas théoricien. Mais faire en sorte que dans le fond cosmologique, il y ait la bonne dose de fluctuation à l'échelle donnée, là, la modification de la gravité est beaucoup plus problématique. Donc voilà, donc il faut. C'est un problème ouvert, c'est un des gros problèmes d'aujourd'hui. En gros, il y a deux gros problèmes, c'est la matière noire et l'énergie noire. Donc là, j'ai présenté une image que vous avez peut-être vue déjà, qui représente la reconstitution du champ de densité de matière noire dans un tout petit champ, qui a été observé par le Hubble Space Telescope il y a quelques années, en mesurant les effets gravitationnels de cisaillement faible, weak lensing, weak shear en anglais. Et donc ils ont reconstitué ça. Donc si on croit à la matière noire, c'est vraiment le champ de densité de matière noire. Si on n'y croit pas, c'est une cartographie de la modélisation de la gravité. En tout cas, il y a un effet qui est mesuré, qui est tangible. C'est juste l'origine qui est très mal comprise. Est-ce que c'est la matière noire ou pas? Mais l'effet est là. Il n'y a aucune discussion sur la présence de l'effet. L'autre problème, c'est cette fameuse énergie sombre, qui fait à peu près le 3/4 de la densité d'énergie, c'est pas rien. Et pareil, on ne sait pas ce que c'est. Alors c'est mesuré par l'expansion accélérée de l'univers. C'est l'effet direct de l'expansion accélérée. Alors là, pareil, il y a eu des prix Nobel cette année. C'est un effet qui est mesuré depuis une dizaine d'années. Vous avez peut-être eu des conférences là-dessus déjà, vous allez en avoir. Donc on voit l'expansion accélérée, notamment grâce aux supernovae, c'est pas la seule sonde. Donc on voit des supernovae qui explosent, d'un certain type, dont on pense comprendre bien la physique. Et donc, puisqu'on comprend bien la physique de ces objets, on peut estimer leur luminosité intrinsèque, puis on compare la luminosité intrinsèque à mesurer, ça donne la distance. On compare ça avec le redshift, ça donne le diagramme de Hubble, pof, on voit où se trouve la relation entre redshift et distance qui nous donne le lien sur le taux d'expansion de l'univers. Donc en faisant ça, voilà, ils ont montré qu'il y avait un problème d'expansion, ça allait plus vite que prévu. Et donc c'est un effet de cette densité d'énergie attribuée à l'énergie. Donc d'un côté, on connaît drôlement mieux notre univers, avec des mesures très fines, statistiques très propres, etc. Et de l'autre côté, ce qu'on trouve, c'est qu'on ne comprend rien. L'énergie noire, matière noire, moi je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas le seul.
Donc voilà, donc on a un petit problème. Alors, pour revenir aux observations, voilà comment les observations ont progressé depuis des années, avec le premier satellite qui montrait ces fluctuations du fond cosmologique, donc qui inonde notre univers, hein, et qui fait que la Lune n'est pas noire. Après, il y a eu un satellite américain qui s'appelle toujours WMAP, avec des données d'années différentes. Vous voyez que les grumeaux sont résolus avec une plus grande finesse. Et on a besoin de voir cette finesse bien mieux, parce que ça agit sur ce fameux spectre de puissance angulaire que je vous ai montré il y a quelques instants. Et plus on a d'informations, plus on peut ajuster les paramètres, la carte d'identité de l'univers avec finesse. Et les grands résultats qu'on attend, c'est avec Planck, dont je vais parler dans quelques instants, et le satellite que l'Agence spatiale européenne a envoyé, et qui a très bien marché, et qui nous donne une carte de la totalité du ciel, et dont les résultats sur la cosmologie seront publiés en janvier 2013. Donc il faudra un petit peu de patience encore. Mais vous voyez d'ores et déjà que les petites fluctuations du fond cosmologique qu'on a laissé filtrer ici sont bien meilleure qualité que ce qu'il y avait dans WMAP. Vous voyez que c'est beaucoup plus fin, bien mieux, moins briqué. Pour vous donner une idée aussi, la première observation de Planck qu'on a faite, donc juste un scan, c'est juste un seul détecteur, juste un seul passage, on était 50 fois plus sensible que WMAP. En fait, la sensibilité de Planck correspondrait à 1000 ans d'observation de WMAP. Donc il y a un gain appréciable. D'un autre côté, si les Européens ont investi 1 milliard d'euros là-dedans, c'est pas pour faire 3 fois mieux. Faites 1000 fois mieux, c'est comme ça que la science avance. Et la prochaine génération fera encore 1000 fois mieux, ce sera probablement du sol ou de l'espace, c'est en train de se décider, mais on ne fait pas des manips pour rien, donc c'est normal. Et il y a eu aussi 10 ans de décalage, hein. WMAP ça a été lancé en 2001, nous on a été lancé en 2009, donc ça laisse quasiment 10 ans d'innovation technologique, je reviendrai. Donc c'est pas magique. Là on est les meilleurs, on est contents, on fait les fanfarons, mais c'est juste parce qu'on arrive au bon moment. Voilà, il y a 10 ans, c'était des Américains qui étaient en avance. Alors, toutes ces données arrivent du satellite Planck, arrivent à Orsay tous les jours. Orsay parce que c'est nous le maître d'œuvre de l'instrument, l'un des 2 instruments du satellite. Et donc, voici l'image de l'Institut astronomique spatial, la salle où on reçoit les données en direct. Donc tous les jours, on surveille l'instrument Planck et on doit regarder si tout marche bien. Je reviendrai dans un instant. Donc voilà, c'était pour le fond cosmologique, et Planck étudie le fond cosmologique avec une précision inégalée, mais je ne peux pas parler des résultats qui ne sont pas encore publiés. Je vais brièvement mentionner l'autre rayonnement qui existe, enfin l'autre famille de rayonnement. Là, on parlait du rayonnement cosmologique qui était les débuts de l'univers, 13,7 milliards d'années. Ensuite, vous formez, on ne sait pas trop comment, mais vous formez des étoiles et des galaxies, et tout ça rayonne, et tout ça rajoute de la lumière. C'est ce qu'on appelle le fond extragalactique. Alors, si vous voyez une image comme ça, des images les plus profondes du ciel avec le Space Telescope, en gros, vous voyez autant de galaxies, là l'image n'est pas très bonne, mais les données sont bien meilleures, vous voyez autant de galaxies qu'il y a... plus vous observez longtemps et profondément, plus vous observez de galaxies. Donc, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si vous accumulez toute la lumière de ces galaxies, ça fait pas mal. Alors c'est je crois le deuxième et le seul graphe un petit peu compliqué que je vais vous montrer de la soirée, l'autre étant celui des spectres de puissance. C'est un travail que j'ai fait qui montre l'intensité de la nuit noire en fonction de la longueur d'onde. Alors, sur l'axe en bas des X, j'ai mis la fréquence d'observation, mais si vous préférez parler en longueur d'onde, je l'ai mise en haut, en microns. Donc en gros, pour simplifier, le rayonnement visible est ici en bleu, hein, le rayonnement habituel, les yeux sont sensibles. Là, ce sont les grandes énergies, donc ultraviolet, rayons X, rayons gamma. Et de l'autre côté du rayonnement visible, il y a l'infrarouge, les micro-ondes et les ondes radio. Vous avez à peu près tout le spectre, vous avez plus de 20 ordres de grandeur du spectre. C'est en échelle logarithmique, y compris en intensité. Alors je présentais en gris le fameux fond cosmologique dont j'ai parlé abondamment, qui est un spectre de corps noir, en log-log, ça donne ça, et qui domine vraiment, hein, qui est vraiment c'est là où il y a le plus de photons, il y a le plus d'énergie, il y a tellement de photons là-dedans que c'est ce qui domine.
Si on diminue d'un facteur 10 ou 100, on tombe sur ce rayonnement composite, parce que ça n'a rien d'un beau rayonnement corner, hein, c'est un peu tout et n'importe quoi là-dedans. C'est tout ce qui sort des galaxies. Ce rayonnement composite qu'on appelle rayonnement extragalactique. Et le plus intense, il est dans l'infrarouge, vers 200 microns. On appelle ça le Cosmic Infrared Background, le rayonnement de fond infrarouge ou rayonnement extragalactique infrarouge. Ensuite, en deuxième, vient le fond optique, Cosmic Optical Background, et après, il y en a d'autres, bon, peu importe. Mais ce qui est étonnant de noter, c'est que, à l'échelle de notre univers, finalement, ce n'est pas le rayonnement visible qui domine. Ce ne sont pas les étoiles. Le rayonnement visible, hein, ça veut dire les étoiles. On a l'habitude de ça. Donc, si vous faites la moyenne sur tout l'univers de tout ce qui a été émis par toutes les galaxies, toutes les époques qui arrivent sur vous, eh ben, ce n'est pas les étoiles qui gagnent. C'est étonnant. En tout cas, ça a étonné les gens qui l'ont découvert. C'est pour ça qu'il était inattendu, c'est ce que je dis en introduction, il était un peu inattendu. C'est pas le rayonnement des étoiles qui domine, c'est le rayonnement en infrarouge très lointain. Et c'est quoi ce rayonnement en infrarouge très lointain? J'étais modérément honnête en disant que c'est pas les étoiles, parce que c'est quand même le rayonnement des étoiles, mais c'est pas le rayonnement direct des étoiles. C'est le rayonnement des étoiles qui s'échappe et qui tombe sur un nuage moléculaire ou de la poussière. Donc on ne le voit pas directement, un peu comme au centre de notre Voie lactée. Ça apparaît sombre dans le domaine visible, mais ce rayonnement est réémis sous forme d'infrarouge. Toujours conservation de l'énergie. Donc ça prouve qu'à l'échelle de l'univers, les phénomènes de je prends de la lumière des étoiles et je la rebalance dans l'infrarouge à cause des nuages moléculaires, de la poussière, tout ce que vous voulez, est très important. C'est pas juste une anecdote qu'on voit dans 3 galaxies et demie autour de nous. C'est important à l'échelle cosmologique. C'est une des grandes découvertes des 15 dernières années, et moi je travaille spécifiquement là-dessus. Alors l'idée c'est de dire que la nuit n'est pas noire à cause de ce rayonnement cosmologique dû à la recombinaison très tôt dans l'univers, mais aussi aux ondes radio, infrarouges, optiques, UV on n'a pas de mesure mais on imagine que ça fait ça, X et gamma, qui proviennent des galaxies, de toutes les galaxies. Donc la nuit est tout sauf noire parce que les flux, alors ils sont très faibles. Hein, pour ceux qui lisent, c'est des nanowatts par mètre carré par stéradian, donc il n'y en a pas beaucoup, 10-4 nanowatts, ça fait pas beaucoup, mais il y a quand même plein de lumière qui nous arrive et qu'on a mesuré. Là, les traits, c'est un ajustement qu'on a fait des données. Quand c'est pas barré. Quand c'est barré, c'est qu'il n'y a pas de données, mais quand c'est coloré, c'est qu'il y a des données. Donc on a fait un ajustement, et ce sont des choses qu'on mesure. Et donc les radiogalaxies contribuent pas beaucoup, même si elles sont importantes par exemple. Donc on a une vision assez claire de, maintenant, qui rayonne quoi, et ça nous renseigne sur les débuts de l'univers, s'agissant du CMB, ou sur toute l'histoire des galaxies, s'agissant de rayonnement extragalactique. Donc on a, en quelques années, on a quand même fait, on a progressé de manière assez significative. La différence entre ces deux rayonnements, vous l'avez compris, celui-là a été émis très tôt, à peu près 13,7 milliards d'années, alors que celui-ci a été émis beaucoup plus récemment, à la faveur de la formation des galaxies. Alors, tout n'a pas été émis à la même époque, hein, mais en gros, c'est des redshifts relativement faibles, entre 0,5 et 4. C'est très, très récent. Je vais résumer les grandes questions que j'ai déjà un petit peu abordées en cosmologie. En juste une diapositive. Premièrement, le scénario standard du Big Bang est encore ce qui marche le mieux, avec tout d'abord un univers primordial dense et chaud qui prévoit un fond cosmologique qu'on observe. On a un univers en expansion, bon, qui est accéléré, on ne sait pas trop pourquoi, mais on l'observe. Et il y a la présence de ce fameux rayonnement cosmologique. Il y a aussi d'autres choses dont je n'ai pas parlé, mais il y a beaucoup d'informations d'observables qui nous disent que ça marche plutôt bien, ce scénario standard du Big Bang, malgré les difficultés, notamment les aspects d'inflation et d'expansion accélérée qui sont vraiment problématiques. Concernant le fond cosmologique, en haut à droite, il est isotrope, je vous l'ai indiqué, il est froid, il y a de toutes petites fluctuations, de l'ordre de 10.5 en relatif, qui nous racontent à peu près tout sur l'histoire de l'univers jeune. Je pourrais en parler encore des heures, il y a de la polarisation, il y a plein de choses, il fallait que je fasse un choix ce soir. Donc je m'arrêterai là pour le CMB. Et puis il y a ce fond extragalactique que j'ai juste esquissé ces dernières minutes, qui est beaucoup moins intense, et qui nous résume l'histoire des galaxies. Ça ne nous dit pas tout sur les galaxies, ça nous donne le résumé intégré de l'histoire.
Donc c'est formidable comme information, mais ça ne suffit pas. C'est ce à quoi on travaille ces jours. Alors Planck dans tout ça. Eh bien, Planck nous aide beaucoup, j'ai déjà mentionné quelques résultats. Je me dois de montrer la diapo officielle et politique de tout résultat Planck, on doit montrer ça, qui est que Planck est une formidable collaboration. Plus de 500 chercheurs de par le monde, alors surtout européens, surtout français d'abord, italiens ensuite, et puis européens et américains. Et là, la France est clairement en très très bonne position. Ça a mis à peu près une vingtaine d'années de gestation, enfin, entre les idées scientifiques originales et le lancement et les données. Et surtout, d'un point de vue, disons, pratique de la recherche, c'était une grande révolution pour nous, parce qu'il y avait une fusion entre la communauté de la physique des particules et la communauté des astrophysiciens. Ce sont deux communautés qui ne fonctionnent mais alors pas du tout de la même manière. Donc il y a eu une révolution sociologique et de la pratique de notre manière de travailler en fusionnant les deux modes de fonctionnement différents. Donc tout n'a pas été rose tout le temps, tout n'est toujours pas rose tout le temps, c'est même parfois tendu, mais bon, les résultats sont là, ça marche, on est content, on a des résultats exceptionnels et on est content d'avoir vécu ça. Alors Planck c'est quoi? C'est un assez petit satellite, et la taille que monsieur là-bas au moment de l'intégration à Kourou. Là, c'est une image vue d'en haut. Alors vous avez quoi? Vous avez un télescope d'à peu près 1,80 m, un primaire, un secondaire qui est là-bas, et puis le petit truc doré là qu'on voit ici en image et puis ici par le haut, avec des petits cornets, qui est le cœur du satellite. Ce sont les caméras, si vous voulez, c'est le détecteur, et qui est le résidu, enfin l'aboutissement d'une histoire technologique assez extraordinaire. Alors il y a quelques chiffres rigolos, bon ça fait 4 mètres de haut, etc. Il y a eu 11 400 documents, 50 000 composants électroniques, enfin, le truc habituel pour les manips spatiales. La clé quand même, c'est qu'on sépare ce qui est satellite de base et ce qui est partie scientifique. Pour tout ce qui est batterie, télécommunications, panneaux solaires, électronique, chaude, etc., on la met en bas. Vous avez ces plateaux qui permettent d'évacuer l'énergie pour avoir un télescope assez froid et surtout un détecteur très froid. Parce que Planck est le seul satellite qui fonctionne à 0,1 Kelvin. 0,1 Kelvin, 100 millikelvin ou moins 273, pas beaucoup, degrés Celsius. Aucun satellite n'a jamais fonctionné à cette température. Avant Planck. C'est une prouesse technologique française, c'est des gens de Grenoble qui ont inventé ça. Avec le CNRS, etc. Mais c'est les Grenoblois qui ont inventé ça, et avec notamment les gens d'Orsay qui ont tout mis ensemble. Un projet spatial, c'est une formidable aventure, mais c'est très long. Voici les premiers dessins de Jean-Michel Lamarre, qui est le scientifique instrumental de Planck, qui dans les années 93 a fait les premiers dessins du satellite, alors qu'il ne ressemble pas aujourd'hui au satellite tel qu'on le connaît, parce qu'à l'époque c'était un design pour une petite mission du CNES, pas une mission ESA, mais en tout cas, le cryostat est quasiment celui qui est réel aujourd'hui. Un autre dessin, c'est le système du télescope. Son dessin en 93, avec le système de miroir L1 et L2 hors axe, la disposition des bolomètres. Là, vous ne voyez peut-être pas, mais le dessin officiel du projet est, à peu de choses près, égal à celui-là. Donc entre 93 et 2009, 2009 c'est le lancement, il s'est passé du temps. Mais on est content que ça soit bien passé, parce que donc, en 2009, tout a été lancé de manière nominale, comme on dit dans le spatial, c'est-à-dire tout comme il faut, selon les spécifications. Il y a Herschel qui a été lancé, je pense que vous avez des conférences sur les résultats d'Herschel. Donc Planck et Herschel ont été lancés en même temps, depuis Kourou. Et pour vous dire avec quelle précision Ariane Espace a travaillé, on avait demandé 10 km par seconde d'injection, et on a eu 9,97 km par seconde. Donc ça nous a permis de sauver un petit peu de carburant pour... c'est toujours utile de pouvoir... Alors Planck est très très froid. J'aime bien montrer ce graphe qu'a fait François Pajot, qui montre entre le moment du lancement, vous avez une échelle de température ici, entre le moment du lancement et puis le moment où c'était en froid, 3 juillet 2009,
Vous avez 0 Kelvin, c'est pas souvent qu'en astrophysique, on monte des échelles d'instruments qui vont entre 0 Kelvin et 300 Kelvin. C'est pour ça que j'aime bien le montrer. Là, c'est la température ambiante du lancement. On a lancé, les différentes courbes représentent différentes positions dans le satellite. Je passe les détails. Pendant les premiers jours, le télescope se refroidit, et puis on met une chaufferette. En fait, on réchauffe le télescope, c'est quand même à 175 Kelvin, pendant à peu près 2 semaines, pour que tous les impuretés éventuelles dues à l'atmosphère terrestre soient évacuées. Parce que le Planck n'était pas sous vide au moment de la course d'Ariane. Ils mettent une atmosphère d'azote contrôlée et tout, mais c'est pas sous vide. Donc quand vous balancez un télescope dans l'espace, il y a encore beaucoup d'air, beaucoup de choses qui contaminent l'environnement proche du satellite. Donc il faut chauffer pour que tout ça parte, puisque c'est dans le vide, donc ça part tout de suite. Le problème, c'est que si vous ne chauffez pas et que vous êtes trop froid, toutes ces particules restent collées à vos optiques, votre télescope, tout. Donc c'est très mauvais. Donc tous les télescopes, en général, ont une phase de chauffage, de dégazage, on appelle ça, pour permettre à toutes les impuretés d'être évacuées. Après, on coupe le chauffage, et là, la température chute. Et à cette date-là, on a activé le premier refroidissement à 20 Kelvin. Il y a plusieurs étages de refroidissement. Il y a un refroidissement passif, mais l'étage à 20 Kelvin permet de descendre. Alors le jaune, il n'y a plus des jaunes. Enfin, en gros, le jaune, c'est ce qu'est le détecteur. Ces trois-là, ça doit être... Ah oui, on se retrouve sur les différents étages. Vous refroidissez, vous êtes déjà à 50 Kelvin, vous êtes content. Et puis, à un moment, ça se nivelle vers 20 et quelques Kelvin. C'est normal, c'est l'étage à 20 K, donc ça ne peut pas être vraiment beaucoup en dessous, même si on était plus performant que prévu. Et puis, à un moment, vous allumez l'artillerie lourde, même si elle est toute petite. Vous allumez le 4K et le 0,1K. Ce sont deux systèmes de réfrigération quasiment uniques au monde. S'agissant du 0,1K, le 4K est plus traditionnel. Donc le 20K, ce sont les Américains qui l'ont fabriqué, le 4K, les Britanniques, et le 0,1K, les Français. Vous mettez tout ça en marche, et en quelques jours, vous arrivez à la température unique, jamais atteinte dans l'espace, de 0,1 Kelvin. Et on a eu juste un couac au mois d'août d'après, et après, 0 couac. Tout a parfaitement fonctionné depuis 2 ans. Prouesse vraiment incroyable. Alors pourquoi on a besoin de regarder aussi froid? C'est parce que le fond cosmologique, vous l'avez vu, a une température équivalente de 3 Kelvin. Donc, si on veut que les détecteurs ne soient pas éblouis par leur propre température, il faut le refroidir très très bas. C'est la première raison. La deuxième, c'est que les détecteurs qu'on a mis dedans, ça s'appelle des bolomètres, la génération qu'on a envoyée dans Planck était la plus sensible à cette température-là. Un peu plus chaud, ils étaient moins sensibles, et un peu plus bas, c'était difficile à faire. Donc on a pris les détecteurs qui fonctionnaient au mieux, c'est là où ils étaient le plus sensibles. Donc à la fois en termes d'émission et à la fois en termes de sensibilité, c'était la meilleure température. Alors voilà à quoi ressemble le plan focal, c'est-à-dire le cœur du télescope. La lumière arrive sur ça. Vous avez la partie ronde qui est HFI, donc l'instrument sous responsabilité française, le CNES notamment, et puis la maîtrise d'œuvre à Orsay, l'IAS. Et puis l'instrument extérieur qui est le LFI, donc l'instrument sous responsabilité italienne. Et vous voyez que la lumière arrive par des gros cornets. C'est comme un petit radiotélescope, en fait. On est dans les ondes millimétriques. Je vais préciser que le Planck observait dans les ondes millimétriques et centimétriques. Et donc vous avez des filtres, et puis tout un tas de systèmes qui refroidit et qui arrivent jusqu'au bolomètre. Donc en fait, Planck n'est pas très impressionnant en termes de pixels. Dans vos appareils photo, il y a des millions de pixels. Nous, on n'a que 52 pixels. Mais ce n'est pas le nombre de pixels qui compte, c'est leur sensibilité et l'adéquation entre le pixel et le télescope. C'est ça la clé. Alors voilà l'architecture thermique quand même si je ne suis pas expert. Vous avez une coupe de l'instrument HFI, vous reconnaissez les petits cornets par lesquels la lumière arrive, et puis le rond, une sorte de gros cylindre. Et puis vous avez le 4K, le 1.6K et le 0.1K qui est vraiment tout au fond, c'est un système de poupée russe. C'est poupée russe, le centre étant le plus froid, et puis l'extérieur le plus chaud. Et puis donc les détecteurs sont là-dedans. Là on a une image de comment se répartissent les détecteurs, ça fait pas un petit peu dans la histoire. Alors vous allez voir le faisceau, voilà. Il fait ce faisceau-là pendant 1 heure, et après il se décale. On voit le deuxième, et il se redécale, etc. Et il lui faut 6 mois pour observer la totalité du ciel.
Parce qu'on intègre très très longtemps un ciel. Donc là, vous avez 6 mois résumés en quelques minutes. Voilà. La vitesse de rotation du satellite est la bonne, mais la couverture, elle est accélérée. Et donc, vous avez tout le ciel flanc en 6 mois, et l'image qu'on avait relâchée. L'image visible. Et en bas, à droite, vous avez l'image de 15 jours de données dans cette représentation galactique. Donc, pendant 15 jours, on fait plusieurs ronds, et quand on les reprojette sur le ciel, ça fait cette sorte de courbe un peu tordue qui passe par la galaxie une fois, 2 fois. Donc, dans chaque série de données, on aura 2 fois la galaxie. L'année dernière, en janvier 2011, on a relâché nos premiers résultats avec les toutes premières cartes de Planck. Donc, voilà le ciel tel que vu par le satellite Planck, à plusieurs fréquences, du domaine centimétrique au domaine submillimétrique, avec des histoires de bruit. Enfin, je ne veux pas m'égarer. Je voudrais juste insister sur un point qui est le traitement des données. C'est quand même assez difficile. Vous voici une série, les données qui nous arrivent vraiment et qu'on regarde, donc le soir, quand on les reçoit. Vous avez ici le temps, vous avez à peu près 2 tours. 2 tours, ça fait à peu près 2 minutes. 120 secondes, c'est là. Donc vous avez le temps ici. Et les courbes que vous voyez, c'est juste les volts qui nous arrivent des bolomètres. Les volts en fonction du temps. C'est juste ce que reçoit le bolomètre. Et vous avez à différentes fréquences. Il y a 3 choses à voir sur ces courbes. D'abord, en gros, sur les 3 premières, vous voyez une sorte d'ondulation. Alors qu'en bas, vous ne voyez pas d'ondulation, vous voyez des pics. Des gros pics. Et la 3e chose à voir, c'est qu'il y a une forêt de toutes petites raies qui est partout. Alors, c'est quoi ces 3 choses? La première, cette ondulation, c'est ce qui s'appelle le dipôle cosmologique, que j'ai montré au tout début. C'est le truc qui est à 3 millikelvin, qui est dû à notre mouvement de la Terre et de la galaxie par rapport au fond cosmologique. Donc, c'est un effet cinématique. Il faut savoir que c'est la première fois au monde où on le voit comme ça en direct. Sur WMAP, ils ne le voyaient pas. Ils étaient obligés d'intégrer des jours et des jours de données pour le voir. Nous, en 5 millisecondes d'intégration, parce que chaque point du ciel est observé 5 millisecondes, on le voit directement. Donc ça illustre la sensibilité extrême du ciel. Le 2e truc, c'est les gros pics. Là, il y en a 3. En fait, on a le gros pic et le petit pic, c'est la galaxie qui nous passe devant. Si je remets l'image d'avant. C'est quand on fait un grand cercle, de temps en temps, on passe sur un point brillant de notre galaxie et de temps en temps sur un point non brillant. Ça, c'est le point brillant. Ça, c'est le point non brillant. Brillant, non brillant, brillant. Voilà. C'est notre galaxie, notre propre Voie lactée qu'on voit. Et vous voyez que notre galaxie, elle est brillante à cette fréquence-là et progressivement, elle est de moins en moins brillante. Ça nous dit simplement la forme du spectre de notre galaxie. Que notre galaxie est plus brillante dans le domaine submillimétrique que dans le domaine centimétrique. Ou plus faible à 100 gigahertz, si vous êtes habitué en gigahertz, j'imagine que non. Et alors, ce qui nous gêne vraiment, ce sont les petits traits partout. Là. Ça nous gêne. Parce que ce n'est pas des sources sur le ciel, ce sont des rayons cosmiques qui viennent frapper le détecteur et qui déposent de l'énergie, et qu'on ne veut pas voir, mais qu'on voit quand même. Il y en a en moyenne 2 par seconde, 120 par minute. Et c'était un gros problème, parce qu'on s'attendait à 10 fois moins. Les modèles étaient prévus pour ça, et on a eu 10 fois plus. Donc il a fallu ruser, et je vais vous montrer ça. Il a fallu ruser. Alors voilà un graphe un peu plus simplifié, qui est tiré du papier qu'on a publié l'année dernière. Voici juste 3 détecteurs, un dans le domaine centimétrique, un dans le domaine submillimétrique, et un qui ne voit pas le ciel, parce qu'on a mis des détecteurs qui ne voient pas le ciel pour pouvoir justement voir les effets instrumentaux, voir si la température varie, voir s'il y a des choses qui évoluent avec le temps, qui ne sont pas dues au ciel. Parce que je vous rappelle que c'est essentiellement la première fois qu'on observe le ciel à cette fréquence-là, sur la totalité du ciel. Donc, il ne s'agit pas d'attribuer à un effet instrumental une découverte sur le ciel. Donc on met ce qu'on appelle des bolomètres aveugles, qui eux traduisent l'environnement du détecteur, des instruments. Donc vous voyez que le bolomètre, en gros, il voit, alors pas tous les mêmes, puisque ça dépend où il est placé, il y a quelques aspects, mais parfois il y a des trucs coïncidents, et donc le bolomètre, ne voyant pas le ciel, il voit tous ces rayons cosmiques. Donc le dipôle avec la galaxie, là la galaxie, et les cosmiques. Et après un traitement compliqué, voilà ce qu'on a dit. Avant, après. Avant, après.
qu'est-ce qu'on voit? On voit des séries toutes propres, toutes nettoyées, avec en rouge l'identification des glitches, des impacts qui ont été nettoyés. Et puis en bas, le volomètre aveugle, enfin, il ressemble vraiment à du vrai bruit blanc, du vrai bruit statistique, comme on veut, et pas un truc complètement biaisé. Et c'est sur ces données-là qu'on construit des cartes, notamment celle-là que vous voyez. Et grâce à ces données nettoyées et qualifiées, on fait ça. On perd à peu près 15% des données. C'est pas magique. C'est un gros sacrifice, mais entre ça et avoir des données contaminées, on n'a pas le choix. Et alors sur ces données, on voit plein de belles choses. On voit des quasars, des galaxies actives, notre centre galactique, M31, plein de choses dans les nuages de Magellan, Orion, enfin, on voit des choses absolument fantastiques. Peut-être encore 5-6 minutes avant de finir. Toujours dans les aspects technologiques, on reçoit beaucoup de données de Planck. C'est pas non plus des petabytes. On reçoit au total de Planck des choses comme quelques terabytes, quelques teraoctets, pardon. Teraoctets, bon, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus des choses non gérables. Par contre, ce qui est difficile, c'est de traiter toutes ces données. Parce qu'on les traite toutes en même temps. On ne prend pas un bout de ciel, on le traite, on traite tout en même temps pour gérer des effets systématiques très très fins. Je passe sur les détails. Donc le CNES nous a payé une super machine, qui est localisée à l'IAP, à Paris. Donc l'IAS à Orsay est responsable de l'instrument dans Planck, et l'IAP lui est responsable du data processing ou du traitement des données. Donc on a un ordinateur dédié qui a à peu près 1000 cœurs et 13 teraflops. Mais alors si vous êtes comme moi, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Voilà ce que ça fait. Sur cette machine, il faut 2 jours complets de calcul pour traiter toutes les données Planck. C'est bien, parce que 2 jours, c'est quand même assez long. Alors j'ai fait le calcul, j'ai demandé aux ingénieurs de m'aider à faire le calcul. Si je faisais le calcul là sur mon Mac qui est là, qui est un des dernières générations, à combien ça équivaudrait? Donc les 2 jours de calcul sur cette super machine, ça équivaudrait à 6 ans de traitement sur mon petit Mac à 4 processeurs, ou 2, je ne sais plus combien il y en a. Donc on voit déjà le facteur d'échelle entre 2 jours et 6 ans. Mais ce n'est pas ça le plus important. Il faudrait un disque dur de 200 teraoctets. Ça se trouve, oui, c'est gérable, mais c'est juste que voilà, ça ne se fait pas comme ça sur un petit Mac. Et surtout, un accès ultra rapide au disque dur. Il faudrait pouvoir lire 11 CD-ROM en 1 seconde. Ça pendant 2 jours. Donc c'est ça qui dimensionne. C'est pas vraiment le calcul lui-même, parce que vous en mettez plein, mais c'est tout ce qui concerne la mémoire et l'accès au disque qui dimensionne. Parce qu'on n'arrête pas de lire, relire, réécrire. Et donc il faut un super calculateur. C'est pas un super calculateur au sens du top 500 des plus gros ordinateurs du monde. Hein. Mais c'est quand même un truc qui coûte quelques millions d'euros et qui demande une grosse équipe de maintenance pour gérer le fichier, le file system, etc. C'est très compliqué. Donc il y a des enjeux à la fois de technologie, d'avoir un détecteur qui marche, d'analyser les données, mais il faut qu'au sol, tout tourne bien. Un dernier petit point que j'aime bien faire aussi avant de montrer quelques images et de conclure, c'est est-ce que c'est cher? Bon, je pense que là l'auditoire est conquis, mais enfin, je fais même à mes étudiants, ça, pour vous dire, donc ils ne sont pas forcément conquis. On dit souvent, oui, le spatial c'est cher, etc. Oui, c'est cher. C'est cher, mais par rapport à quoi c'est cher? C'est ça évidemment, par rapport à notre salaire ou par rapport à... C'est cher. C'est pas ça qu'il faut comparer. D'abord, il faut voir que le spatial civil scientifique est un bon investissement parce qu'il est vecteur de l'évolution technologique. Notamment, j'ai beaucoup discuté avec des gens de Thales qui ont fait Planck point de vue satellite et ils m'ont dit clairement l'argent qui a été injecté par Planck, donc par le pouvoir public finalement, par les universités, les CNRS de CNES, pour cette plateforme, donc pour la partie base du satellite, eux ils ne l'auraient jamais fait eux-mêmes. Et donc ils ont développé des nouvelles technologies pour répondre à nos exigences de pointage, de fiabilité, etc. Donc ils utilisent cet argent pour augmenter leur maîtrise technologique, et après ils leur vendront, bref, peu importe. Mais les développements industriels sont induits par cet apport d'argent dans le cadre de la science. Ensuite, il y a une demande sociétale
de mieux comprendre l'univers, mais aussi et surtout de mieux comprendre l'environnement, l'effet de serre, etc. Il faut savoir que c'est à peu près les mêmes budgets. Hein. On appelle ça l'INSU, l'Institut national des sciences de l'univers, qui paye Planck, qui paye les satellites d'observation de la Terre, c'est à peu près le même budget, pour simplifier. Alors, donc il y a une vraie demande de la société de mieux comprendre ces aspects de, voilà, de réchauffement climatique, de catastrophes climatiques et aussi de l'univers. Alors, un petit peu moins dessous, mais c'est pas grave par rapport à l'environnement. Il y a aussi des aspects industriels et politiques, bon je passe, économiques, mais aussi des aspects géostratégiques, c'est-à-dire que l'Europe notamment a décidé que c'était important d'avoir ce potentiel technologique à sa disposition pour être indépendant. Et le meilleur moyen de le maintenir, c'est de faire travailler des gens, de les faire réfléchir et vraiment de les mettre en activité, pas d'attendre 30 ans qu'on ait besoin d'eux. Et donc une des manières de garder ce potentiel, c'est de développer des projets ambitieux. Et nous, les scientifiques, on est contents de les mener. Mais on n'est pas dupes, on sait bien que ce n'est pas pour de beaux yeux de scientifiques qui sont menés aussi. Voilà. Alors, combien ça coûte? Herschel et Planck, c'est à peu près 1,2 milliard d'euros. Mais c'est 1,2 milliard d'euros sur 15 ans. C'est pas 15 milliards par an, c'est 15 milliards au total. Au total. Sur 15 ans. Eh oui. Donc 1,2 milliard sur 15 ans. Ah oui, c'est pas trop simple. Donc, c'est une somme relativement faible si vous comparez perfectement à... Alors j'ai noté, je suis lecteur assidu du Canard enchaîné, donc à chaque fois que je vois un truc, je note. La TVA sur la restauration qui a été mise en place il y a quelques années, en un an, ça allait coûter 2,5 milliards. En un an. Nous, c'est en 15 ans, le milliard. Donc si vous divisez, ça fait 100 millions par an, à peu près. Donc la restauration, 2,5 milliards sur les comptes publics d'argent frais dans les caisses en moins. Donc que le spatial coûte cher, je veux bien, mais il faut comparer à ce qui est comparable. J'ai mis d'autres choses, le bouclier fiscal, etc. Le coût d'un Rafale aussi. Tiens. Alors ça dépend si on prend le prix vendu au gouvernement français ou au gouvernement... c'est les Indiens, c'est ça? Tiens, voilà. Alors c'est pas encore fait, mais une ristourne, j'ai vu dans le canard. Donc c'est pas le même prix. Bon, je vous l'accorde, on peut rajouter un petit facteur. En gros, voilà, c'est le prix d'un Rafale, un demi-Rafale par an. Bon alors, évidemment, il ne s'agit pas de d'opposer tout ça, on est dans un monde réel, voilà. On n'est pas utopiste, mais le message que je voulais faire passer, c'est que c'est pas le spatial pour la science, c'est pas une danseuse de quelques lobbyistes scientifiques ou politiques, c'est un vrai impact sur la société en termes économiques. Il y a peut-être des gens dans la salle qui bossent pour l'industrie liée au spatial, de près ou de loin. Ça a démontré depuis les années Apollo aux États-Unis que pour 1 euro investi, vous en avez plusieurs qui sont retournés dans la société. Donc ça, c'est une vraie chose. Mais pas seulement, parce qu'il ne faut pas regarder que de manière économique. Il y a aussi des aspects d'évolution technologique, sociétale, et puis finalement, ça ne coûte pas trop cher à côté d'autres dépenses. Voilà. Alors j'ai fait ma petite démonstration. Je finis sur quelques images que vous avez peut-être vues, les 2 images nouvelles. Voilà ce que Planck observe dans notre galaxie, avec ici une image très grande, 50 par 50 degrés, sur le ciel, avec le plan de notre galaxie, et puis tout un tas de nuages moléculaires qu'on n'avait jamais vus, des condensations qui nous donnent les premières étapes de la formation d'étoiles dans notre galaxie. IRAS avait vu des choses, mais pas aussi froides, et vraiment Planck est en train de révolutionner en montrant des cœurs très froids, des cœurs préstellaires. On peut observer aussi Orion, que vous voyez peut-être ici, vous reconnaissez, la tête de cheval ici et la nébuleuse d'Orion. Voilà à quoi ça ressemble dans Planck. Alors Planck a une résolution angulaire bien moindre que dans le visible. Hein. On a un tout petit télescope, 1,50 m, et on a des longueurs d'onde qui sont 100 fois plus grandes que dans le visible. Donc on ne gagne pas. On a une résolution au mieux de 5 minutes d'arc. Mais néanmoins, on voit dans la poussière qui est en vert ici, qu'il y a plein de poussière et de formations stellaires. Et puis en rouge, cette synchrotron, on voit qu'il y a une bulle d'expansion qu'on voit aussi en H alpha, pour ceux qui connaissent, qui sont astronomes amateurs. Alors je pense qu'elle coïncide, j'ai jamais vérifié, mais je pense qu'elle coïncide avec cette émission un peu synchrotron. Donc on a une vision complémentaire. Planck détecte aussi des milliers de sources. Les premiers catalogues qu'on a publiés l'année dernière montrent de nouvelles galaxies et de nouvelles sources dans notre galaxie. Alors on les a classées, on appelle ça le Early Release Compact Source Catalog, un nom barbare pour dire que c'est des sources. Et on les classe en vert en sources dans notre galaxie et en jaune en sources hors de notre galaxie, donc des autres galaxies. Alors voilà en vert bleu, enfin moi je le vois vert, les sources dans notre galaxie, et en jaune les sources extragalactiques sur lesquelles on a publié pas mal d'articles.
Et on continue encore. Et puis on les sépare, ces deux sources, en sources, ben là on voit pas, c'est pas gênant. En source radio, en source infrarouge. Voilà. On a plus de 10 000 sources que vous pouvez télécharger sur vos ordinateurs, elles sont publiques depuis un an. Vous tapez Planck, catalogue, machin. Et le prochain relâchement des données aura lieu en janvier 2013, où on aura d'autres sources et puis des résultats cosmologiques. Alors je vais juste mentionner 2 résultats scientifiques et les 5 minutes à vite. Alors je vais simplifier. D'abord, on a les 2 grands thèmes, ce sont les amas de galaxies et ensuite le fond infrarouge. Planck découvre de nouveaux amas de galaxies. Alors, c'est formidable, mais après tout, à quoi ça sert? Ben, ça sert beaucoup, parce que une des grandes questions de la cosmologie, c'est comment se forment les structures, comment se forment les galaxies. Il y a beaucoup d'informations, on a des scénarios mais la vision n'est pas très claire. Mesurer précisément les amas de galaxies nous permet de comprendre ce qui se passe dans les cas extrêmes. Les amas de galaxies étant les sources les plus massives, les objets gravitationnellement liés les plus gros. Donc étudier les gros trucs permet d'être très sensible aux paramètres qui agissent sur les mécanismes de formation des structures. Donc on a envie d'avoir plein d'amas. Et Planck, grâce à un effet qui s'appelle Sonia-Zeldovich, qui est tout simplement la diffusion des photons du fond cosmologique dans le gaz chaud des amas, donc le gaz chaud des amas donne de l'énergie aux photons très froids du fond cosmologique, on arrive à voir ça. C'est l'image ici en rouge, donc nous on détecte les amas avec ce truc rouge, et on le confirme avec soit Rossat, qui est un satellite X, soit avec XMM, et l'image suivante. Et on a découvert, on l'a publié l'année dernière, un supercluster, enfin donc un super amas de galaxies. Alors pareil, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais ce qui était impressionnant, c'est de voir avec quelle facilité Planck les détectait. Et donc, c'est quoi un supercluster? C'est tout simplement, là c'est l'image en rayons X, vous avez 3 gros amas qui sont très très proches, et les contours indiquent le gaz chaud, qui donc est la caractéristique d'un amas de galaxies. Et dans Planck, on voit un gros truc rouge, et c'est là qu'on a dit, il se passe quelque chose. Alors Planck est formidable pour les détecter, Planck ne peut pas tout faire, il faut avoir du XMM ou autre chose, mais au moins Planck découvre sur la totalité du ciel une nouvelle classe d'objets et nous permet de mieux comprendre comment les amas se forment. Et en particulier, on en a un qui est assez rigolo, qui est un des amas les plus lointains jamais mesurés, redshift de 1. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le redshift, c'est à peu près la moitié de l'âge de l'univers, à la bouche. Et donc, ces objets sont très rares parce qu'ils se forment tardivement. Planck, assez facilement, offre un amas à z égale 1. Parce que on observe tout le ciel, donc statistiquement, on est très sensible aux objets rares. On les choque facilement. Et ça nous permet de renseigner sur comment ça se forme. Et en résumé sur les amas, à gauche, vous aviez le nombre d'amas connus avec cet effet Sonia-Zeldovich avant Planck, et après, avec la position des amas. Alors, pas besoin de faire un long discours pour montrer que l'apport de Planck est quand même assez intéressant. Et ça, c'était les tout premiers amas. Là, on en a des centaines d'autres qui vont sortir bientôt. La deuxième chose, c'est le fond infrarouge de galaxies, avec cette image ici qui fluctue en fréquence et qui est en fait la représentation de ces 4 images. On observe le ciel à plein de fréquences différentes et on soustrait les galaxies qu'on connaît, on soustrait tout ce qu'on peut, le fond cosmologique, tout, et il nous reste cette lumière infrarouge dont je vous ai parlé tout à l'heure, le rayonnement extragalactique. Mais, tout comme le rayonnement cosmologique, ce rayonnement extragalactique n'est pas complètement homogène, il est grumeleux. Et ce qui est vraiment rigolo, c'est la découverte de ce qu'on a fait avec Planck, c'est que ces petits grumeaux dans ce rayonnement de galaxies lointaines n'est pas le même en fonction de la fréquence, ce qui est un peu illustré ici, quand on les remet à la même résolution. Avec cette structure, elle n'est pas forcément présente à toutes les fréquences. Là, 857, on ne la voit pas, on la voit un peu à 155, on la voit surtout à 217, ou à 353. Et ça nous dit comment se forment les galaxies en fonction de l'époque cosmique. Je passe les détails parce que je pourrais y rester longtemps aussi. Et deux dernières images avant de conclure parce que je sens qu'il est tard. Nous avons relâché cette image il y a juste 3 semaines à la conférence de Bologne. La première image de tout le ciel. Alors elle n'est pas très belle là sur l'écran, mais quand vous la téléchargerez, vous verrez qu'elle est pas mal. Elle est surtout utile, à défaut d'être pas mal. C'est la première carte sur tout le ciel de la molécule CO, qui est très importante dans l'astrophysique, qui est donc due à de la poussière froide proche de nous, dans notre galaxie. Les données existantes auparavant
n'était concentré que sur le plan de notre galaxie, pour des raisons évidentes, parce que c'est là où c'est le plus brillant. Et on ne savait rien de ce qui se passait au-delà du plan de la galaxie. Pour la première fois, on détecte plein de structures qui nous disent qu'il y a du gaz froid qui est en train de se condenser. Il se passe quelque chose d'intéressant pour la formation stellaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi quand on fait des observations du fond cosmologique, il faut faire gaffe à ces endroits-là, parce qu'il y a de la contamination par de la poussière de notre galaxie. Et ça, on ne savait pas. C'est une des découvertes non prévues de Planck, cette cartographie complète de la molécule CO, importante en astrophysique. Alors ça, c'est l'histoire officielle. L'histoire officieuse, je vous la raconter en 1 minute, en 30 secondes, c'est qu'on a des filtres, on observe dans 9 fréquences. Il y a un filtre dont on s'est rendu compte après coup. En fait, la raie de CO tombait dedans. C'était pas prévu. On devait avoir fait des filtres qui éliminaient les raies de notre galaxie pour ne pas être gênés. Manque de peau, il y a un filtre qui incluait cette molécule, qui est très brillante, enfin, qui émet beaucoup. Donc on n'avait pas le choix que de trouver un traitement pour sortir ça et la soustraire des données du fond cosmologique. Donc c'est par nécessité qu'on l'a sorti, mais n'empêche que c'est un résultat scientifique du premier temps. Et deuxième résultat qui a été présenté il y a 2 semaines, qui est tout nouveau, qui va donc faire l'objet de publication, c'est ce qu'on appelle une sorte de brume galactique, galactic haze en anglais, qui est, vous voyez, alors c'est les données Planck, plutôt à basse fréquence, on a masqué la galaxie, on a masqué plein de sources, enfin, plein de choses, et on voit qu'il y a une émission incomprise vers le centre de notre galaxie. Et il se trouve que cette émission est aussi vue à haute énergie par Fermi. Donc les gens se disent qu'il y a un lien entre les deux. On ne sait pas trop quoi encore. Est-ce que c'est l'annihilation sur de la galaxie? On ne sait pas trop. Et les gens sont assez excités par ça. En étudiant ces données Planck, ils se sont rendus compte qu'il y a des publications intérieures qui le montraient, mais les gens n'avaient pas vu ça. Ils montent les cartes et ils ne sont pas intéressés à ce problème-là. Donc en fait, c'est toujours rigolo. Quand on découvre un effet, on se rend compte qu'en fait, il est déjà présent des années avant, c'est juste que les gens n'y ont pas prêté attention. Donc ça, c'est en train d'être étudié. C'est une découverte inattendue qui est encore un peu à creuser. Je vais conclure, j'étais un petit peu long, excusez-moi. La Lune n'est pas noire. Alors j'espère vous avoir convaincu que la Lune n'est pas complètement noire, même si vous savez bien que la Lune est noire pour nos yeux. Donc le rayonnement qui sont présents dans notre univers encode plein d'informations utiles sur l'histoire de notre univers. Rien moins que ça. Alors tous ces rayonnements sont mesurés précisément sur plein d'ordres de grandeur, en particulier le rayonnement extragalactique, je passe les détails, et une approche, j'ai appelé ça panchromatique, une approche multi-fréquence, multi-longueur d'onde est vraiment essentielle, parce que sinon on perd le fil de l'histoire. Planck est une révolution en cours. Alors Planck vient de terminer ses observations, pour Planck HFI en tout cas, parce qu'on n'a plus d'hélium 3, donc on ne peut plus refroidir à 0 Kelvin, mais on a quand même fait, les prévisions, les exigences étaient de faire 2 relevés complets du ciel, et on en a fait pas 2, pas 3, pas 4, 5. On a fait 5 surveils complets du ciel, alors que 2 étaient prévus par la technologie et les specs. Donc on est très content. Maintenant Planck est arrêté. Planck nous permet donc de mieux comprendre l'origine de l'univers et la formation des galaxies. Et puis donc je vous donne rendez-vous en janvier, enfin moi ou quelqu'un d'autre, enfin, bref, de manière générale. La communauté Planck vous donne rendez-vous en janvier 2013 pour les premiers résultats de cosmologie, basés sur les 2 premières années. C'est comme ça que c'était financé à l'ESA, c'est un peu compliqué de faire. Donc les résultats de 2013 seront basés sur les 2 premiers surveils. Et en 2014, on aura la totalité des données complètement publiques. Donc, guettez sur vos ordinateurs, vous aurez toutes les données, les belles images, à toutes les fréquences, le fond cosmologique, les catalogues de sources, la polarisation, tout. Voilà. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup Hervé. Je suppose que vous avez des questions. D'abord, je voulais vous signaler que j'ai de la doc sur Planck, ici, pour ceux qui veulent. Vous pouvez donc la prendre avant de partir. Et question, avant de passer la parole pour les questions, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait plus d'hélium. Oui. Donc ça veut dire que Planck est mort. Planck est mort, en quelque sorte. Plus. Alors en fait, Planck n'est pas mort. Planck a 4 réserves d'hélium, 3 d'hélium 4
et une d'hélium 3. Pour accéder à la température à 0,1 Kelvin, il fallait de l'hélium 3 et de l'hélium 4. C'est le phénomène de dilution, à très basse température. Comme il n'y a plus d'hélium 3, on ne peut plus aller à 0,1 Kelvin, Ah, on peut plus mais aller. il reste quand même de l'hélium 4. Ah, d'accord. Donc Planck est actuellement à 4 Kelvin. Donc notre instrument phare à 0,1 Kelvin ne peut plus fonctionner. En revanche, le deuxième instrument, l'instrument italien, lui, peut fonctionner parce qu'il a besoin de notre étage à 4 Kelvin. Donc, pour la petite histoire, HFI fonctionne maintenant pour l'instrument italien pour qu'il puisse s'étalonner. Et il va fonctionner encore pendant 1 an, parce qu'ils ont besoin de mesurer encore d'autres choses. Donc, Planck HFI est mort, mais Planck LFI vit encore pendant 1 an. Ok, super. J'ai cru comprendre aussi que Planck devait mesurer la polarisation. Exactement. On peut dire 2 mots? Oui, alors j'en ai pas parlé, mais c'est en gros, c'est l'essentiel de nos efforts qui est concentré là-dessus. La polarisation du fond cosmologique nous permet de remonter à l'énergie directement de l'inflation, donc très très tôt dans l'univers, via les perturbations dans la surface de dernière diffusion, pendant la recombinaison. Alors il faudrait, pareil, ça nécessiterait du temps, mais en 2 mots, quand on mesure les petits grumeaux que je vous ai montrés du fond cosmologique, si on mesure ça en polarisation, ça nous montrera l'effet des ondes gravitationnelles primordiales qui sont passées au moment de la recombinaison. Et les ondes gravitationnelles primordiales sont émises au moment de l'inflation, à peu près. Donc mesurer la polarisation du fond cosmologique nous ramène non pas à 13, à redshift de 1100, mais nous ramène directement à carrément à l'échelle de l'inflation. Donc c'est le gros but cosmologique de Planck. Donc on pourra passer les 380 000. Exactement, parce que c'est une perturbation d'espace-temps qui, elle, se fiche un peu de si l'univers est opaque ou pas, et qui perturbe la recombinaison via la polarisation. Bon, on va passer la parole. Sur l'un des graphiques là, qui représentait les perturbations que vous avez mesurées, on distingue bien une courbe qui ressemble à une courbe sonore avec une fondamentale, des harmoniques, etc. Oui. Or, si je me souviens bien, d'après l'harmonique, on doit pouvoir calculer les dimensions de la cavité correspondante, de la cavité univers. Donc, qu'est-ce qu'on obtient comme dimension? Alors c'est pas exactement comme ça qu'on pose le problème, parce que on n'a pas besoin de cette hypothèse, un peu comme la place. En fait, l'inflation prédit l'amplitude des modes, des fluctuations dans tout l'univers. Donc c'est ça que vous mentionnez, quoi. Donc on n'a pas besoin de cavité. Il suffit que le plasma soit excité d'une certaine... C'était l'image. Oui. Mais donc on a un milieu continu qui est excité d'une certaine manière, ça c'est ce que nous prédit l'inflation. Alors après on y croit, on n'est pas mal, mais... Donc l'excitation initiale, elle a un certain spectre qui se reproduit dans ce milieu continu, et ce milieu continu vibre comme ça. Alors en fait, c'est pas une fondamentale et une harmonique, même si ça en a l'air, parce que vous voyez que les pics, là, si on prend les rouges, ils sont quand même un petit peu bizarres. En fait, c'est que la force de rappel du milieu diffère selon les pics. Là, c'est sensible à la matière noire, là, c'est sensible à la matière baryonique seulement. Donc c'est plutôt un milieu continu qui oscille avec une force de rappel qui dépend de sa composition. Je ne sais pas si je suis super clair, mais... Donc à l'ordre zéro, on a l'impression que c'est une harmonique, que ce sont des harmoniques d'une seule vibration. En fait, il y a plein de vibrations qui sont sensibles à des choses différentes. Et c'est pour ça que c'est si riche. Et qu'on arrive à remonter à la matière noire, à la matière baryonique, etc. Et donc, c'est pas en termes de taille ou etc. qu'on raisonne. Par contre, on mesure effectivement une vitesse du son, là, enfin on mesure plein de choses de ce plasma primordial. Oui. Mais pas de taille parce qu'on connaît la taille de l'horizon à cette époque-là, donc on sait qu'au-delà c'est pas relevant. C'est pas Un rappel, mais ça Oui. c'est plus trivial. Je sais que la molécule de carbone, la molécule CO de monoxyde de carbone, je me souviens vaguement que c'est le marqueur d'une autre molécule, c'est pour ça que c'est intéressant. Oui. J'ai oublié laquelle. C'est le CO est un marqueur de l'hydrogène.
Bref, c'était là, bref. C'est un traceur de la molécule d'hydrogène, qui est donc l'une des plus abondantes, H2 en particulier. Enfin, H2 n'est pas la plus abondante, mais permet de tracer H2, qui est beaucoup plus difficile à observer. Mais là aussi, c'est difficile. C'est un traceur, mais on sait que le rapport entre le CO et l'hydrogène varie un petit peu. Et c'est très difficile de mesurer ce rapport. Donc on utilise ça parce qu'on n'a pas mieux, mais c'est quand même un traceur plus par défaut de meilleur traceur qu'autre chose. Voilà. Oui, ça marche. Merci beaucoup pour votre exposé. J'aurais juste une question. Théoriquement, il y a un fond diffus de neutrinos. Bien sûr, bien sûr. En admettant que la technologie le permette, Oui. je sais pas quand, Oui. on arriverait à, par rapport aux 300 Bien sûr. millions, on arriverait à quel... Juste deux fois plus loin. Le fond de neutrinos, actuellement, a une température à peu près 2 fois plus faible que le fond cosmologique, en température équivalente. Donc, si on est un redshift de 1000 pour le CMB, on serait un redshift, j'imagine, de 2000 pour les neutrinos. Alors, j'ai pas fait de calcul exactement. J'ai juste que la température est 2 fois plus faible, ça c'est sûr. Parce que l'émission des neutrinos, la neutrinosphère, en fait, devient transparente en température 2 fois plus tôt par rapport au photon. Donc, si on y arrivait, on gagnerait un facteur 2. Ce qui serait pas mal. Mais on est loin d'y arriver technologiquement. Oui. Merci pour votre conférence. Une petite question peut-être un peu anecdotique là. Qu'est-ce qui justifie la politique de communication à élastique pour ces données-là? Parce que sur beaucoup d'autres Bien sûr, oui. sondes, disons, le relâchement des données était quand même un petit peu plus convivial. Alors en fait, je ne suis pas sûr de votre dernière assertion. Pour les données WMAP, par exemple, l'équipe l'a gardé quelques années pour elle sous le coude avant de la relâcher. Pour les données Mars Express, certaines sont relâchées effectivement directement en temps réel, d'autres non. Nous, on a négocié ça, c'est un contrat avec l'ESA. En fait, ça paraît simple. En fait, on signe des contrats avec le CNES et l'ESA, c'est très formel. Et le contrat, c'était quoi? C'était 1 an après la prise des données, les données seront relâchées. HFI s'est arrêté au mois de janvier 2012, donc il y a quelques semaines. Janvier 2012 plus 1 an, janvier 2013. Voilà. Donc c'était négocié avec l'ESA. Ça, c'est disons la partie administrative. La vraie raison, c'est que les données sont éminemment complexes à traiter. Et on ne voulait pas balancer au public, enfin aux scientifiques et au public, des données sur lesquelles les gens feraient n'importe quoi. Parce que ça, c'est une vraie difficulté. Quand les gens se mettent à publier n'importe quoi sur des données dont on sait qu'elles ne sont pas très propres, qu'elles ne sont pas très bien qualifiées, vous allez avoir une ribambelle de gens qui vont vous trouver des effets cosmologiques ou pas. Donc c'est notre responsabilité, en tant que, disons, maître d'œuvre de cette manip que le contribuable européen nous a payé. C'est à nous, c'est notre responsabilité de relâcher des données de la meilleure qualité possible par la technologie et par notre matériel. Et ça prend du temps. Par exemple, cette courbe-là qu'on a pour les données, ça, on l'a depuis 1 semaine après le vol. Ça, c'est facile. Ça, on l'a vraiment, on l'avait en temps réel, quasiment. Et déjà, on voyait des choses extraordinaires qui ont été publiées depuis par d'autres équipes avec d'autres instruments. Mais nous, on l'avait en quelques minutes. Et la différence entre un mauvais travail et un bon travail, c'est pas juste de publier une courbe avec les 7 pics acoustiques, là. C'est de publier des barres d'erreur précises, argumentées, et séparer le bruit statistique du bruit systématique. Et dans ces manips, ce qui domine, c'est le bruit systématique. La galaxie que vous avez mal soustraite, vous avez vu la carte de CO tout à l'heure, si le gros pâté qui était en dessous, on ne l'avait pas vu, notre truc aurait été assez foireux. Donc, c'est vraiment notre responsabilité de délivrer à la communauté et au public en général des données hyper fiables et très très bien comprises. Et en tout cas, de documenter ce qu'on comprend de ce qu'on ne comprend pas. Et ça paraît bête, mais ça prend beaucoup de temps. Même si on est 200 ou 500 chercheurs selon la géométrie, qu'on a notre supercalculateur, etc., ça demande un temps très très grand. Alors, pour vous dire même les choses telles qu'elles sont, on a en ce moment une réunion de notre consortium, comme tous les 6 mois. Et bien, pas plus tard qu'hier, il y a encore plein de choses qu'on ne comprenait pas dans les données, qu'on doit relâcher dans 6 mois.
Et si les données sont relâchées dans 6 mois, mais on doit les délivrer à l'ESA en septembre. Donc il ne reste plus que moins de 6 mois pour tout comprendre. On ne sait pas si on y arrivera. Donc certains pans des données sont complètement compris, hein, mais la valorisation nous pose encore quelques petits problèmes, et c'est l'enjeu. Donc la vraie raison, c'est ça, c'est qu'on veut délivrer des données nickel à tout le monde. C'est une autre question, là. Est-ce que il est exact qu'on peut avoir des échos de ce qui s'est passé avant le Big Bang? Alors là, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas théoricien, parce que c'est une question éminemment théorique. Tout dépend du modèle cosmologique que vous utilisez. J'ai des collègues qui étudient certains modèles d'univers, donc avec rebond, des choses comme ça, qui prédisent des effets observables d'une histoire d'un univers type à rebond. Rebond, c'est que vous avez une contraction et puis redilatation. Donc dans certains modèles, il y a des effets observables. À ce jour, nous n'avons aucune prédiction précise, donc nos données ne nous permettront pas de détecter ces effets-là, parce qu'on n'a pas d'effet prédit. On ne trouvera pas des choses fortuitement, même si j'ai laissé un petit peu ce message planer sur le CO, etc. Des effets cosmologiques comme ça, on n'en découvrira pas si on ne sait pas quoi chercher. Donc la réponse simple est non, on ne pourra rien voir, ça c'est essentiellement acquis. Maintenant, s'il y a des prédictions très fines, très précises sur ce qui peut se passer dans des modèles pré-Big Bang, parce qu'il en existe une certaine famille, là on pourra voir. Mais je crains que les effets, les prédictions de ces effets soient bien en dessous de ce qu'on peut détecter aujourd'hui avec Planck. Mais théoriquement, c'est pas impossible. Une autre question. Oui, tout à l'heure, dans une des images, il y avait une forme de 2 lobes que vous interprétiez comme correspondant à l'effet Doppler. Voilà. Et Oui. je m'interrogeais sur les 2 points Ah oui, oui, au milieu de chacun des lobes. Vous avez raison. Est-ce qu'ils ont une explication? Oui, Ou est-ce que complète. c'est un artefact? non, en fait c'est les deux. Ils ont une explication, c'est que c'est la galaxie, notre Voie lactée, qui a mal été soustraite de ces données-là, à l'époque. C'est des données qui datent de 1990 à peu près. Donc en fait, au milieu, il y a notre Voie lactée qui passe, et on voit que ça bave un peu. Si je mets l'autre image, ah oui, j'ai pas mis la Voie lactée là. Est-ce que j'ai mis Planck? Non. Donc la réponse de ces la réponse de ces petits points, c'est que c'est une mauvaise soustraction de notre Voie lactée, la galaxie. Donc ça n'a rien à voir avec cet effet Doppler qui est là. Vous avez raison. Ça, c'est notre galaxie. Très dans les données. Voilà. Alors, d'autres questions? Il y en a une là-bas. Je confirme en tout cas pour l'histoire de délai. Par exemple, Mars Express impose un an de retard entre une photo qui est prise et une photo qui est publiée. Voilà, nous c'est pareil, la différence, je l'ai peut-être Et pas là, dit. c'est les Allemands qui souhaitaient ça. Là, je ne l'ai pas dit, mais nous, il nous faut toutes les données pour bien les traiter. J'ai oublié de dire qu'on avait une précision tellement grande que quand le télescope pointe par là, on mesure de la lumière qui vient de par là, dans le dos. Notre lobe est précis à 10.6 près. On mesure des choses à 10.6 près. Et la diffraction fait que dans notre télescope, il y a de la lumière qui vient du dos et qui revient par devant grâce à la diffraction ou à cause de la diffraction. Donc on ne peut traiter les données totales que quand on a toutes les données et qu'on peut en quelque sorte déconvoluer parce que ce qu'on a observé là dépend de ce qu'on a observé là et réciproquement. Donc on a un système à résoudre qui nécessite d'avoir toutes les données. C'est pour ça que c'est un an après la totalité des données. Parce qu'on pourrait dire, vous avez des bouts de ciel, vous pouvez les relâcher. Non. C'est n'importe quoi. Peut-être une dernière question? Ça en fera deux, parce que j'en ai deux. La première, c'est à propos de l'énergie noire. Théoriquement, la constante de Hubble, si jamais on la met dans d'autres unités de mesure, elle correspond à une accélération. Donc les fameux 70,6 km par seconde, C'est un temps moins sec, oui, ça correspond à une accélération qui est de 10 moins 10 mètres seconde par seconde. Donc, seconde carré. Donc, cette constante de Hubble, c'est une accélération. Maintenant, Non. Faux. Continuez. ah bon, oui. Pas la bonne dimension. Donc, l'accélération qu'a constatée Permuter et les autres, ça serait une accélération de l'accélération. Donc, au lieu d'être à 10 moins 10, on serait à 10 moins 9.
Maintenant, quelle pourrait être l'accélération au début de l'univers, cette fameuse accélération de l'expansion? Ça doit être des chiffres de 10 puissance 50 mètres par seconde carrée. Ça ne peut pas durer longtemps d'ailleurs, avec une telle accélération. On atteint très vite les détails. Mais cette énergie noire, aujourd'hui, on la mesure, on mesure son accélération, oui, et maintenant, quelle était-elle à l'origine? La deuxième question, j'ai déjà posé à M. Boucher, c'est sur l'isotropie et l'homogénéité de l'univers. Il paraît qu'à travers Planck, avec les micro-quantiques gravitationnels, on serait capable de mesurer si jamais vraiment l'univers est isotrope et homogène dans tous les axes de visée. Je confirme. Alors, le puissant, il sera en 2013. 2014, 2015, 2016. Non, 2013, non, moi j'ai déjà vu des très belles choses qui disent des choses à ce sujet-là. Pour la première question, qui était un petit peu floue, que je n'ai pas bien saisi, en tout cas, c'est l'histoire d'énergie noire. En fait, l'énergie noire peut être déclinée en plusieurs choses. L'une d'elles étant la constante cosmologique, d'autres étant des modèles de quintessence. Enfin, il y a toute une famille aussi de choses théoriques. Donc, il faut pas complètement mélanger. Il y a aussi une autre chose que les gens essaient de raccorder, c'est l'énergie du vide en physique des particules et ces aspects de constante cosmologique qui ne sont pas forcément les mêmes et de fait, ils n'y arrivent pas. Donc il y a des concepts qui sont sur le marché et qui, pour l'instant, n'ont pas été mis en lien de manière satisfaisante. Alors vous parliez d'énergie, etc. Donc la constante de Hubble, c'est homogène à un temps moins 1, donc ça c'est une accélération, c'est en km par seconde par mégaparsec, donc il y a juste un temps moins 1. Il n'y a pas de temps moins 2, donc c'est pas une accélération. Néanmoins, effectivement, je montrais une slide sur l'accélération mesurée par les supernovae, qui nous donne, disons, l'énergie nécessaire pour avoir cette accélération, cette expansion accélérée. Comment ça s'est passé dans le passé? Une réponse simple, c'est qu'il suffit d'un paramètre cosmologique, par exemple cette fameuse constante cosmologique, prenons le cas le plus simple, on va prendre la quintessence, etc. Mais il suffit d'une constante cosmologique qui soit présente partout. Lors de l'univers primordial, cette constante cosmologique n'a essentiellement pas d'effet. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Un peu comme la constante de la gravitation, qui au début n'a essentiellement pas d'effet, parce qu'on est dominé par des choses de très haute énergie, par des phénomènes quantiques. Donc la constante de la gravitation, on s'en fout au début. C'est progressivement quand les structures se forment que là, la gravitation joue un rôle. Et puis, progressivement, que la constante cosmologique joue un rôle aussi. C'est que très récemment dans l'histoire de l'univers que la constante cosmologique domine la dynamique de l'univers. On estime ça à un chiffre de 0,6 ou 0,7, je crois. Donc c'est très récemment. Donc, bon, je ne suis pas sûr d'acheter votre argument de ça nécessitait une énergie, etc. L'inflation, telle que je la comprends, donne tout ce qu'il faut pour expliquer à la fois l'isotropie, la relation causale, le fait que j'en ai pas parlé, mais le CMB est une uniformité absolument impressionnante, alors que les deux bouts de l'image ne se sont jamais parlé. J'en ai pas parlé, mais ils sont beaucoup trop loin par rapport à l'horizon de leur époque. Donc l'inflation permet de résoudre ça, et je pense que l'accélération de l'univers est compatible avec ce scénario. Mais je le répète, cette histoire d'accélération de l'univers est quand même une énigme très forte, très dérangeante, très perturbante, que les gens essaient de résoudre à la fois théoriquement et observationnellement. Là, je fais la pub pour le satellite Euclide, que nous commençons à fabriquer, qui sera lancé en 2019-2020 par l'Agence spatiale européenne, qui est destiné à mesurer les effets de l'énergie noire et de la matière noire. Ok. Je pourrais revenir dans 15 ans. Bon, je crois qu'on peut remercier Hervé Doll. Je vous donne rendez-vous pour le compte-rendu. Hervé nous a donné sa présentation, donc vous pourrez la voir. Et je vous donne rendez-vous le 11 avril, où Suzy Collin nous parlera aussi d'un sujet maintenant que vous avez à peine abordé, sur l'univers, hasard ou nécessité. Je crois que ça serait très amusant. Bonne soirée à tous.